Bonjour à tous, merci d'être avec nous cet après-midi. Alors aujourd'hui, on va parler, pendant ces 2 heures qu'on va passer ensemble, d'innovation et d'innovation qui peuvent changer le monde. Et donc, j'ai le plaisir d'animer cette session. Moi, je travaille chez Spark News. Pour ceux qui ne connaissent pas, Spark News, c'est une entreprise qui a été labellisée Bicorp l'année dernière et qui est une entreprise à mission. Notre mission, c'est de faire émerger des nouveaux récits qui permettent d'accélérer la transition écologique et sociale de notre monde. Pour les faire émerger, ces nouveaux récits, on crée des grandes campagnes de sensibilisation et d'engagement. Et dans le cadre de ces campagnes, on met en avant des innovations, des solutions et donc des acteurs de changement, donc des hommes et des femmes qui changent le monde et qui nous prouvent qu'un autre monde est possible et donc qui nourrissent justement tous nos imaginaires de preuves que c'est possible. Alors, c'est avec tout l'enthousiasme et du coup l'alignement que je vais animer et modérer cette session de pitch. On va avoir la chance d'écouter 8 témoignages d'acteurs et d'actrices très variés, très inspirants dans des domaines qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et qui tous, à leur manière, ont réussi à apporter leur petite pierre à l'édifice et donc qui tentent de changer à leur manière le monde à leur échelle. Cette thématique, elle est centrale pour le Parlement parce qu'elle a fait l'objet d'un groupe de travail de 18 mois qui a notamment donné naissance à un petit bébé. Ce bébé, c'est le manifeste. Vous l'avez peut-être eu entre les mains aujourd'hui. Ce manifeste, il vise à défendre la conviction selon laquelle ces innovations, elles doivent permettre de résoudre ces grands enjeux sociaux et environnementaux qui nous attendent dans les décennies à venir. Elles doivent être mises au service du bien commun. Et donc, aujourd'hui, l'objectif, ça ne va pas être de débattre, il s'agit bien d'une session de pitch. Donc, l'idée, c'est plutôt justement de découvrir des illustrations, de comprendre à travers des exemples comment chacun de ces 8 innovateurs et innovatrices ont réussi à passer à l'action et comment ça peut vous donner à vous un petit boost, une petite touche d'énergie pour que vous puissiez à votre échelle aussi voir comment vous engager de manière à contribuer à votre manière, à votre échelle, à la résolution des enjeux qui vont être les nôtres. Donc aujourd'hui, on va avoir 8 personnes avec nous. On va avoir le plaisir d'accueillir Loïc Ivikel, tu me rejoindras dans deux minutes, directeur général d'Ulule, Noël Boza, fondateur de Zeil Écologie, Jean-Louis Charluteau, qui travaille chez Generali, je présenterai le titre un petit peu long tout à l'heure, Christelle Gimaret, qui a lancé EcoClean Robotics très récemment, Manon Léger, cofondatrice de l'association Latitude, Myriam Maestroni, fondatrice d'Économie Énergie, Géraldine Poivert, cofondatrice de Reset, et enfin Sandra Rey, fondatrice de Glowy. Alors, la façon dont ça va se dérouler, c'est que chacun de ces 8 entrepreneurs ou innovateurs va me rejoindre tour à tour pour nous parler de leur projet pendant 5 minutes environ. Ensuite, on aura tous ensemble l'occasion de leur poser des questions. Donc, n'hésitez pas à les noter dans un coin de vos têtes pendant qu'ils interviendront. On aura la possibilité de vous donner la parole pour que vous puissiez vous adresser à eux directement. Donc, sans plus attendre, je vais appeler Loïc à me rejoindre pour que tu viennes nous parler d'Ulule, qui est un projet qu'on connaît bien, avec lequel on a eu l'occasion de collaborer un peu, et je suis ravie de te retrouver ici. Merci. On reste debout, on s'assoit. Alors, attends. 1, 2, si ça marche. On reste debout. Comme tu veux, ouais. Pas de souci. Bonjour, donc je m'appelle Loïc Ivikel. Je vais faire un petit test pour un peu démarrer la session. C'est savoir qui ici a déjà participé à une campagne de crowdfunding, quelle que soit la plateforme. Voilà, super. Donc profitez-en pour éventuellement parler avec vos voisins sur le type de projet que vous avez accompagné. Mais voilà, donc c'est une première manière d'introduire le sujet, sachant qu'on est là pour effectivement essayer de répondre à cette question de l'innovation qui peut tout changer. Pour nous, en fait, donc j'ai des notes parce que ça fait que 1 an que je suis arrivé chez Ulule, donc souvent mes équipes me donnent des notes pour pas que je dise trop de bêtises. Donc je vais essayer de les suivre. Mais en gros, chez nous aujourd'hui,
L'innovation qui va tout changer, c'est celui qui permettra d'avoir de l'impact positif. D'une manière générale, c'est de se dire, pour schématiser, on nous annonce un plus 7 degrés à la fin du siècle. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de faire changer ça et comment est-ce que notre plateforme peut accompagner ce dispositif-là? Quand on parle d'innovation, on a plutôt tendance aujourd'hui à parler d'intelligence artificielle, à parler des entreprises du GAFA, à parler de techno, de start-up, etc. Pour nous, l'innovation qui va, entre guillemets, tout changer, c'est l'homme et sa capacité à entreprendre. Alors, l'entrepreneuriat, c'est un sujet qui est, on va dire, comme on clôt une décennie et qu'on en démarre une nouvelle. Je pense que 2010-2020, l'entrepreneur a été beaucoup starifié. C'est des gens qui faisaient des fortunes, on parle des licornes, on utilise des mots compliqués pour en fait un peu starifier cet entrepreneur. Moi personnellement, effectivement, je suis aussi un entrepreneur. Mon entreprise a été en l'occurrence rachetée par Ulule il y a maintenant 1 an. Et quand je suis arrivé chez Ulule, un des premiers éléments que j'ai découvert, c'est que nous, on avait modestement sur notre plateforme une centaine de projets par mois. Et quand je suis arrivé sur Ulule, j'ai découvert qu'il y avait quasiment 2000 projets qui arrivaient tous les mois. On en sélectionnait un certain nombre, on en met à peu près 1000 par mois en ligne. Et je me suis dit, waouh, c'est quand même assez impressionnant. Et finalement, cette notion d'entreprendre, et c'est, je crois, ça l'innovation, c'est de se dire qu'il faut qu'on arrête de starifier cette notion d'entreprendre. Entreprendre, pour nous, c'est amener une solution à un problème. Alors, la conclusion peut être à la fin de monter une boîte, mais l'autre jour, je discutais avec une start-up avec laquelle je travaille et qui me disait, je veux faire une licorne. Je dis, ouais, ça c'est cool, mais en fait, on ne fait pas une licorne, en fait. On résout un problème, et puis la conclusion, c'est que peut-être que ça va t'emmener vers une licorne, peut-être que ça va t'emmener vers un poney, après, chacun ses goûts, mais il y a des poneys très sympas, et on n'est pas obligé de travailler là-dessus. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, l'enjeu, et c'est ce qu'on essaye de faire, c'est que nous, ce qu'on essaye, c'est de faire... 7 Français sur 10 veulent entreprendre aujourd'hui. Donc, ce qu'on veut essayer de faire, c'est de dire finalement, de simplifier ce système, de passer de l'idée à l'action. Quand vous avez une idée que vous voulez entreprendre, tout de suite, effectivement, on va parler de comptable, on va parler d'avocat, on va parler de statut, on va parler de PNL, d'EBITDA et de plein de choses bien compliquées. Oui, peut-être, mais pas forcément. Et c'est vraiment cette notion de passer de l'idée à l'action et de tester finalement cette innovation auprès du plus grand nombre. Je vais vous donner quelques exemples qui sont, alors en l'occurrence là pas du tout dans le terme de l'innovation technologique, mais qui pourtant font changer beaucoup le quotidien. Donc j'ai pris quelques exemples, sachant que forcément il y en a beaucoup, dont certaines auxquelles vous avez participé chez nous ou chez d'autres. Je prends l'exemple de YouMy. YouMy, c'est 3 jeunes filles qui ont 19, 21 et 24 ans. Et qui se sont dit que le shampoing était un des produits les plus polluants de par les éléments chimiques qu'on met à l'intérieur pour le rendre liquide, et puis cette bouteille en plastique qui est autour, qui effectivement n'aide pas non plus sur le sujet de l'environnement. Et elles sont parties d'un truc tout simple en se disant, bah, si finalement on faisait un shampoing solide et qu'on le mettait dans une boîte, et que cette boîte on puisse la mettre dans son jardin et que ça fasse pousser des fleurs. Bon, l'idée est bonne, donc elles se sont dit, bah, si j'arrive à en prévendre 100, sur la plateforme d'Ulule, ben, c'est que c'est cool et qu'au moins ça rencontre une attente, et qu'elles en ont vendu 7000. Et donc il s'avère qu'à la fin elles en ont monté une boîte, mais la première fois on les a appelées en disant vers qui on vire les fonds, elles n'avaient aucun statut, aucun dispositif. Donc c'est typiquement le type d'initiative et le type pour nous d'innovation qui existe. Je vais vous donner un deuxième exemple, Corail. Corail, c'est quelqu'un qui travaillait dans un très grand groupe de cosmétiques et qui est marseillais au départ, et qui est parti de l'analyse de se dire effectivement on récolte tout le plastique dans les océans et notamment sur la Méditerranée, et qui s'est dit finalement on en fait quoi? Est-ce que moi je peux pas en faire quelque chose? Et donc il récolte effectivement le plastique dans la Méditerranée et il en fait des baskets. Il est venu pour mettre ce dispositif chez nous, pareil, avec un principe de je vends en fait, je prévends ces baskets. Si j'arrive à en prévendre 500, bah, je suis capable de commencer à mettre en place ce dispositif. Il en a vendu plus de 2000. Voilà. Donc des succès comme ça, on en a beaucoup. Mais une fois de plus, ce qui est intéressant, c'est pas la technologie qu'on a développée. Certes, nous, on a une mécanique qui nous permet, parce qu'on a un taux de financement assez élevé, de sélectionner à la fois par rapport à l'enjeu et qu'on vérifie que ces projets ont un impact positif par rapport à notre planète, mais aussi de donner les clés pour que finalement on soit capable de passer de l'idée à l'action. Donc en fait,
je pense que la philosophie derrière ça, c'est de se dire qu'on est tous entrepreneurs. On est tous entrepreneurs, mais y compris dans les entreprises. Vous parliez tout à l'heure du monsieur Generali, je n'ai même pas encore... mais je suis sûr qu'il est entrepreneur à sa manière, parce qu'il amène une solution à un problème. Ce n'est pas pour ça qu'il a un PNL spécifique sur ce sujet-là, mais il amène, et on emmène tous à un moment ou à un autre, une solution par rapport à un problème du quotidien qu'on rencontre. Et on essaye d'encourager le plus grand nombre à le faire. Et c'est vraiment ça qu'on pense l'innovation. Donc quand on dit qu'effectivement le thème général, c'est l'humanisation du progrès, ben, effectivement, c'est de remettre l'homme au cœur du dispositif. Je prenais un truc parce qu'on est assez proche de l'ADN, et l'ADN titrait cette semaine, la dernière décennie était celle de la digitalisation, la nouvelle sera celle du contributing. Je trouve que c'est assez symbolique, effectivement, de ce vers quoi on va. Et je trouve que c'est assez optimiste, malgré qu'effectivement, on a une vision un peu pessimiste de la manière que prend la direction du chemin. Mais en gros, moi, toi, vous êtes entrepreneur. Et c'est un collectif, et c'est avec ça qu'on avancera. Donc c'est ça un peu notre vision de l'innovation. Merci Loïc. Merci à vous. Alors, est-ce que... D'abord, le tonnerre d'applaudissements. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions qui leur brûlent les lèvres pour Loïc, ou des réactions par rapport aux convictions qui ont été partagées ou aux exemples d'initiatives qui ont été partagés? Alors Ulule, mais il n'y a pas de souci. Ulule, c'est une plateforme de crowdfunding de projets tournés sur l'impact positif. Donc ça veut dire qu'en fait, vous avez, ce que je vous donnais comme exemple de YouMai, ou quelle qu'elle soit, de gens qui ont effectivement une idée et qui se disent à un moment, est-ce que je suis capable de la mettre en place. Et aujourd'hui, on a une communauté de 3,5 millions de personnes qui est en lien avec Ulule, à qui on va pousser cette idée, une fois après l'avoir sélectionnée. Et en fait, ces gens-là vont adhérer ou pas à l'idée. S'ils adhèrent et qu'ils dépassent l'objectif qui a été fixé, qui est souvent un objectif financier, ça permet à la personne de financer son projet et de se lancer derrière. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui. Une question, vous êtes entreprise à impact. Est-ce que vous avez d'une façon ou d'une autre consolidé des mesures qui vous permettent de nous restituer l'impact que vous avez depuis la création d'Ulule? C'est une très bonne question. Et je vous remercie de l'avoir posée. On est entreprise B Corp depuis 2015, donc on a été une des premières entreprises en France à être labellisée B Corp. C'est un vrai sujet, ce que vous soulevez. On y travaille de manière... Alors on peut vous donner qu'on a accompagné 30 000 personnes, qu'on a levé beaucoup d'argent, etc. Mais ce n'est pas ça, finalement. Ce n'est pas comme ça qu'on le mesure. Et l'enjeu de la mesure de l'impact, il est toujours assez complexe. On va... c'est pas un grand scoop, mais on est en train de travailler notamment avec les Nations Unies sur les ODD, que tout le monde connaît, je pense, à peu près ici, pour intégrer et qu'on propose à l'ensemble de nos porteurs de projets de se taguer en fait, sur l'ODD auquel ils répondent. Donc c'est pour nous une première brique qui va nous permettre derrière de commencer à mesurer je dirais ce fameux engagement et d'être capable de sortir un minimum de métriques sur ce sujet-là. Mais c'est effectivement un vrai enjeu sur lequel on travaille. Oui, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui fait qu'un produit ou qu'un service arrive à être crowdfundé? Est-ce que vous pouvez nous donner des éléments là-dessus? Et qu'est-ce qui fait que les idées viennent sur votre plateforme plutôt que d'autres plateformes qui existent aussi? Et dernière question complémentaire, est-ce que la grille d'impact est transparente? On peut la consulter? Alors, la première question, c'est qu'est-ce qui fait les clés de succès d'une campagne? Je dirais qu'il y a 3 points. Le premier, c'est déjà on parle souvent des 3 cercles. C'est d'avoir déjà ce premier cercle qui n'est pas forcément chez Ulule, qui est souvent on encourage la personne à tester son dispositif sur un premier cercle d'amis. C'est une sorte d'étude de marché qu'on va faire en disant tiens, si je fais ça, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es prêt à l'acheter? À quel prix tu serais prêt à l'acheter? Et je dirais que c'est ça le premier test, et qui va permettre de démarrer, qui vont être vos premiers early adopters et qui vont valider un minimum votre produit. Et puis qui va ensuite passer sur un deuxième cercle. Et le troisième cercle, c'est notre communauté qui va effectivement agir là-dessus. Donc ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, c'est que c'est un vrai sprint et qui est en lien avec mon troisième élément, qui est la durée. Une campagne chez nous dure en moyenne entre 1 mois et 6 semaines au grand maximum. Donc c'est vraiment de mettre tous les moyens pendant cette période-là
pour effectivement aller toucher l'ensemble de cette communauté, et donc de bien préparer ce premier, ce deuxième cercle, en identifiant qui sont les leaders d'opinion par rapport à ça, de manière à le partager le plus vite possible. Donc c'est véritablement ces 3 cercles qui sont la clé du dispositif, avec un timing que volontairement on met court, sachant que on voit assez rapidement quand est-ce qu'une campagne démarre bien ou quand est-ce qu'elle ne démarre pas. On a un taux de financement qui est proche des 80%, qui est une des meilleures. Pour donner un exemple, Kickstarter est à 20-25%. Donc nous, on a un vrai accompagnement, c'est un positionnement qu'on a pris, un vrai accompagnement des porteurs de projets pour leur dire, je vous dis, on passe simplement 50% des projets qu'on reçoit en ligne, mais on les challenge en leur disant, revenez plus tard, votre projet n'est pas suffisamment mûr, et c'est ce genre de dispositif. Votre deuxième question, excusez-moi, c'était... Je me permets juste de faire timekeeper parce que nous aussi, les timings sont courts. Donc, une question pour la régie. Je ne sais pas si c'est possible d'afficher l'heure de manière à ce que je puisse suivre. Ok, je vais m'équiper d'un portable. Et dans ces cas-là, Loïc, si tu peux essayer de répondre de manière synthétique. Et puis, vous aurez peut-être l'occasion d'aller regarder à quoi ressemble la plateforme et tous les projets qui sont dessus pour aller plus loin. Parce que Loïc, malheureusement, tu ne pourras pas rester avec nous. Non, après, tu as un train à prendre. Exactement. Mais peut-être, donc, tu peux quand même répondre à la deuxième question dont j'avais oublié le... Sur la grille d'impact, est-ce qu'elle est transparente? Vous pouvez nous communiquer sur quels critères vous sélectionnez les projets? C'est une très bonne question. Cette grille d'impact va évoluer justement avec les ODD et va nous permettre effectivement de faire un filtre. Je dirais qu'il n'y a pas vraiment une grille à la date d'aujourd'hui. Nous, on pense... On a redéfini justement aussi notre raison d'être, et c'est de se dire, finalement, un projet pour nous, son impact, c'est pour un monde plus durable, plus divers, plus ouvert. Donc ça laisse le sujet assez large, mais je dirais que c'est la manière dont on va... Nous, aujourd'hui, c'est vraiment ce time to market, c'est cette capacité à finalement se financer sur notre plateforme. Donc on a une expérience, puisqu'on a plus de 30 000 projets qui se sont financés chez nous, donc on a véritablement une expérience là-dessus. Mais à la date d'aujourd'hui, c'est dans l'accompagnement, donc c'est très humain à la date d'aujourd'hui. Et on va, notamment aussi pour mieux mesurer, intégrer ces ODD qui vont nous permettre de donner des critères et de pouvoir juger là-dessus. Merci Loïc. Donc avec Ulule, on accompagne l'humain pour qu'il innove. Merci à la personne qui m'a laissé la place pour passer. Il arrive justement, c'est Noël qu'on accueille sur scène. Merci beaucoup Loïc. Merci. Noël Bozac, tu es le fondateur de Zei Écologie. C'est un petit peu le Yuka de l'écologie. Donc je t'invite à nous en dire plus parce que je ne sais pas si toute la salle connaît déjà cette pépite. Alors ouais, simplement pour présenter Zei et surtout notre mission, notre approche, l'idée c'est pas de développer une innovation pour sauver le monde, parce qu'il n'y aura jamais une solution pour sauver le monde. Pour sauver le monde, il va falloir un écosystème de solutions, et le rôle de Zei, ça va être de faciliter l'émergence de cet écosystème de solutions. Alors aujourd'hui, on a défini des grands freins à l'action climatique chez les particuliers et chez les entreprises. Parce que ça fait 50 ans qu'on en parle de cette urgence climatique, et ça fait 50 ans que l'action reste encore trop lente. Alors ces freins, ils sont assez simples à comprendre. Du côté du consommateur ou du particulier, on veut agir, mais on ne sait pas forcément quoi faire ni comment faire. On n'a pas forcément accès de manière simple aux solutions et à l'engagement des entreprises. Et du côté des entreprises, on veut agir parce que c'est une nécessité en termes de RH, en termes de différenciation de la concurrence aujourd'hui. Mais on se rend compte que toutes les entreprises ne savent pas toujours quoi faire pour agir. On ne sait pas forcément comment faire pour progresser dans sa démarche d'impact et changer sa mission. Et le pire des obstacles, c'est qu'une fois qu'on a agi et qu'on a mis du temps et de la ressource dans une démarche d'impact, il y a aujourd'hui trop peu de moyens de le communiquer, le valoriser auprès des salariés, mais aussi auprès du grand public et des clients, potentiellement entreprises. Alors pour savoir quoi faire et comment faire, il y a quelques cabinets de conseil experts ou des recrutements d'experts en interne qui existent, mais c'est souvent des solutions qui ont un coût assez important, donc plutôt destinées aux grands comptes. Et vous avez une grande partie des PME, des ETI qui n'ont pas forcément accès à ces solutions-là, donc ils sont un peu perdus quand ils veulent entrer dans une démarche d'impact. Et pour communiquer son engagement, on a des labels comme Bicorp ou Lucie, dont on parlait tout à l'heure, qui sont assez efficaces entre entreprises, mais qui sont malheureusement trop peu connus du grand public encore. On a des rapports RSE qui malheureusement sont trop peu lus et qui ne sont pas vraiment un outil de benchmarking entre les entreprises. Et la marque, quand elle veut communiquer directement ce qu'elle fait sans passer par un tiers de confiance, ça va être malheureusement perçu souvent comme du greenwashing. Alors, derrière Zei et notre réponse à ces obstacles se cache une technologie, un algorithme qui va automatiser la création de la feuille de route, de la matrice de matérialité pour chaque entreprise,
en fonction de quelques variables de départ comme le secteur, la taille, les caractéristiques. Et qu'on soit le boulanger du coin, Blablacar, Cible Français ou Crédit Agricole, dès l'inscription, je reçois ma feuille de route avec tous les indicateurs les plus importants pour progresser dans ma démarche d'impact. Une partie sur mon offre de produits-services, est-ce qu'elle est durable et comment faire pour la rendre plus durable, et mon système de production, comment faire pour que ma production soit plus durable. Ce qui me permet de partir d'un point de départ où je sais exactement ce qu'il me reste à faire pour avancer. L'entreprise va s'auditer pour savoir là où elle en est dans sa démarche, et à partir de là, maintenant qu'elle sait en quelque sorte ce qu'il lui reste à faire, elle a accès à un catalogue de plus de 650 alternatives, innovations et prestataires partenaires, dont certains sont ici d'ailleurs, avec qui elle va pouvoir travailler pour avancer sur chacune de ces thématiques, pour réduire son impact concrètement. Et surtout, et c'est peut-être là notre innovation principale, c'est que ce tableau de bord très transparent, très complet, qui permet à l'entreprise de savoir exactement ce qu'il me reste à faire, là où j'en suis, il peut être dévoilé publiquement, soit en interne auprès des salariés, soit en externe auprès des clients en B2B ou en B2C, pour qu'on puisse communiquer de manière extrêmement transparente, de manière complète, non seulement ce que l'entreprise fait déjà en termes d'impact, mais aussi ce qu'elle ne fait pas encore, donc sans greenwashing, montrer ses objectifs et comment elle se différencie de ses concurrents. Et donc ces profils publics qu'on peut appeler en effet le Yuka ou le Glassdoor de l'écologie, on est en train de faire en sorte de les intégrer sur un maximum de plateformes, que ce soit des sites de recrutement pour que la note et le scoring d'impact soient à côté d'une offre d'emploi, pour diriger les candidats vers les entreprises engagées, ce qui est extrêmement demandé par les jeunes, mais aussi sur des applications consommateurs comme les concurrents de Yuka, pour que le score d'impact d'un produit scanné en magasin j'ai à la fois le score santé, mais aussi le score environnement et bientôt sociétal. Donc d'un côté, accompagner toutes les entreprises dans leur démarche avec une base de la technologie qui est 100% gratuite, donc accessible à tout le monde, ce qui nous permet d'accompagner aujourd'hui plus de 1400 entreprises de toute taille dans tous les secteurs. Et de l'autre, un outil de transparence totale sur ces engagements et un comparateur pour guider le consommateur et le candidat vers les entreprises qui s'engagent concrètement. Merci Noël. Je vous invite à aller voir la plateforme parce qu'effectivement, elle est hyper didactique et très très simple d'accès. Ça permet vraiment de comprendre des données qui ne sont pas forcément très digestes de manière assez esthétique et voilà, compréhensible pour le grand public. Une première question à chaud. Vous accompagnez justement beaucoup d'entreprises. Vous faites le pont entre les méthodes qu'ils essayent de mettre en place et leur démarche de communication, et c'est parfois un exercice un peu périlleux parce que la ligne est assez fine entre l'engagement sincère et le greenwashing si on prend un petit peu trop d'avance dans sa communication. Qu'est-ce que vous voyez justement comme évolution dans les entreprises qui viennent vous voir? Quels sont les signaux faibles que vous détectez par rapport justement à leur démarche d'engagement et d'impact? Alors, en fait, il y a vraiment deux types d'entreprises. Il y a les entreprises à mission qui, elles, ont déjà intégré ces valeurs-là, qui sont toujours à la recherche d'outils de communication. Mais aujourd'hui, comme tu disais, il y a dans la RSE, on a vraiment deux métiers à part et deux outils à part. Le premier, c'est l'outil de pilotage qui me permet de savoir où j'en suis. Et le deuxième, c'est les outils de communication, comme les labels et les rapports RSE. Et souvent, il y a une déconnexion complète entre les deux. Le B Corp n'est pas plugué à l'outil de pilotage interne de l'entreprise. Donc, des entreprises très engagées vont agir sans forcément savoir comment le communiquer. Et d'autres entreprises vont communiquer, mais en masquant un peu l'action globale. Et donc là, on est sur du greenwashing. Donc historiquement, au début, on avait surtout des entreprises à impact qui s'y mettaient. Et là, de plus en plus, on a des entreprises qui n'ont pas forcément l'impact comme cœur de métier, et qui commencent en vendant des produits standards, mais qui se disent, on veut changer, on veut concrètement modifier notre offre pour devenir entreprise à mission. Et ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Ça fait quelques années. Et le deuxième... Elles prennent des engagements forts en plus. Alors, elles prennent des engagements très forts, mais surtout, elles n'ont pas peur de communiquer quelque chose, même s'ils ne sont pas encore très bonnes dessus. Je vais prendre Privatiseur, vous connaissez peut-être dans le digital. C'est une plateforme de recrutement, de réservation de salles, principalement sur Paris. Ils ont lancé leur profil ZEI, ils étaient à 10% de progression. Donc 10%, c'est pas énorme, mais ils ont dit c'est pas grave, on va être transparent, on va être honnête, on va montrer qu'on n'est pas encore très bon sur ces différents critères, mais on va se fixer des objectifs et on va dire qu'on va y arriver d'ici telle année, et donc suivez notre engagement. Et donc le public, quand ils ont vu cette communication, ils se sont dit enfin c'est une communication qui est honnête, il n'y a pas de bullshit, c'est pas du greenwashing, et c'est rare qu'on voit ce genre de communication là. Le Cible Français aussi qui a lancé son profil il y a 4 mois. Au tout départ, ils étaient très bons sur l'aspect local, mais en termes de gamme durable, ils n'étaient pas encore bons dès le début. Ils
Ils étaient à 2% sur le gamme durable, de textiles durables, et 4% sur la gamme de textiles bio. Ils ont dit, c'est pas grave, on va l'annoncer, on va dire, ok, on n'est pas encore parfait, mais on va s'afficher des objectifs énormes. Et donc là, ils ont prévu d'arriver en juillet 2020. Ils veulent arriver à 50% de leur gamme en textiles durables, donc recyclés, lin et chanvre, et 80% de la gamme en textiles sans pesticides. Donc parce que l'entreprise a l'outil pour pouvoir dévoiler de manière honnête ce qu'elle va faire, ça la force aussi à se fixer des objectifs et à les atteindre avec l'outil et avec les centaines de solutions qui existent. Merci Noël. J'ai vu qu'il y avait une question. Oui. Merci beaucoup pour cette présentation assez claire. Moi, j'ai bien compris que vous proposez une feuille de route et que vous adressez principalement aux entreprises. C'est ce que j'ai compris personnellement. Mais qu'est-ce que les personnes comme moi ou d'autres personnes, qu'est-ce que nous, à notre échelle, on peut faire? Est-ce que vous proposez aussi au grand public des solutions? Et si peut-être pas, vous avez certainement une bonne raison, mais est-ce que vous avez d'autres interlocuteurs qui se proposent à former, à aider le grand public face à ces défis environnementaux? Merci. Alors sur les profils de l'entreprise, on va intégrer les solutions qu'elle propose si ce sont des solutions durables. Donc il y a bien deux éléments sur les profils, c'est est-ce que je propose des alternatives, donc entreprise à mission, et est-ce que je le construis, je le produis de manière durable. Donc sur les profils des entreprises qui proposent des alternatives, on pourra accéder aux solutions qu'elles proposent, aux alternatives pour faire de meilleurs choix de consommation, mais aussi pour pouvoir s'éduquer personnellement sur qu'est-ce qui est important pour un secteur. Parce qu'il y a aussi ce manque peut-être de connaissance des enjeux par secteur aujourd'hui du consommateur. Donc on intègre sur nos profils publics des informations sur chaque critère. On explique aux consommateurs pourquoi est-ce que ce critère est important pour cette entreprise et dans ce secteur d'activité. Donc l'idée, c'est que Zei va non seulement éduquer le consommateur pour qu'il apprenne et pour qu'il puisse être indépendant aussi, parce qu'être dépendant toute sa vie d'une application comme Yuka pour manger sain, c'est pas ce qui est le plus efficace. Il vaut mieux que le consommateur devienne lui-même connaisseur de ce qui est bon pour la santé et pour qu'il puisse se passer des applications. Donc non seulement on va éduquer, mais on va aussi montrer les solutions qu'elle propose. Et concrètement, il y a plein d'autres outils aussi qui existent pour aller consommer durable, que ce soit des marketplaces ou d'autres applications consommateurs. Mais on a intégré ces variables-là sur la plateforme. Vous aviez d'ailleurs une approche à l'origine plutôt B2C et maintenant vous avez pas mal évolué vers du B2B. Pourquoi est-ce que vous avez transitionné justement vers ce modèle-là? Alors, à la création de la plateforme, on avait un modèle qui était surtout B2C où on référençait des solutions, donc justement comme on vient de le dire, et on récompensait l'action. Sauf qu'on s'est rendu compte que simplement référencer des solutions, c'est un peu binaire. C'est cette solution, elle est verte, celle-là, elle n'est pas verte. Sauf que dans les faits, de manière scientifique, c'est beaucoup plus complexe. Rien n'est binaire. Donc on a préféré se baser sur la présentation complète de ce que faisait l'entreprise en détail pour que la personne puisse faire ses choix en fonction de ce qu'elle considère être important et pour qu'elle puisse apprendre et derrière faire des choix de consommation dans son quotidien. Donc on a basculé un petit peu sur un modèle B2B, mais en gardant cette idée d'accompagner le consommateur dans sa démarche grâce au profil, grâce au classement et grâce aux solutions qui sont référencées. Merci Noël. Est-ce qu'il y a une dernière question? Il y en a deux. Est-ce que vous pouvez vous passer le micro faire son tu micro, répondras. on attend bien. Alors, je sais. C'est la question à 1000 points. Il n'est pas impossible qu'on travaille dessus. Pas que les communes, mais en tout cas le pouvoir public qui a ce même besoin-là de l'électeur, qui a besoin de savoir qu'est-ce que fait sa ville, sa région, son département et pourquoi pas son pays. Et il y a besoin de transparence aussi sur un programme. Une fois qu'on a élu quelqu'un, il faut savoir qu'est-ce qu'il fait concrètement. Et ce manque de suivi aujourd'hui, de transparence, c'est vrai qu'on l'a aussi au niveau des pouvoirs publics. Disons que la plateforme telle qu'elle a été construite aujourd'hui peut coller parfaitement pour ce genre d'application et c'est quelque chose qu'on est potentiellement en train de creuser. Sans trop en dire. Une autre question? En découvrant votre système sur le smartphone, là, ça paraît vraiment très très intéressant. Parce que, Merci du coup. Oui, parce que c'est un peu le principe de Yuka, sauf que c'est pour des entreprises et c'est beaucoup plus riche que Yuka. Et c'est de la vulgarisation d'informations qui sont rébarbatives. Est-ce que vous avez pensé à vous associer, à vous adosser à Bicorp ou à des gens qui
Alors, synthétique. Alors, on est déjà en train de travailler avec des labels et des certifications pour qu'ils puissent intégrer ZEI dans leur offre, dans le sens où un label comme Lucie ou Bicorp, ils vont faire la certification tous les 3 ans. Mais entre-temps, l'entreprise, elle doit trouver des moyens de progresser. Donc, on a commencé à échanger avec Utopie, par exemple, sur le label Bicorp, pour qu'une entreprise labellisée Bicorp puisse avoir le référentiel Bicorp sur ZEI et puisse utiliser l'outil pour progresser tout au long des 3 ans jusqu'à la prochaine certification. Et que ZEI puisse agglomérer en quelque sorte toutes les fonctionnalités de la RSE, tous les acteurs, pour qu'on ait un seul point d'entrée et toutes les fonctionnalités dessus, et pas avoir à remplir 5 questionnaires pour mon investisseur, mon Bicorp, mon Lucie, mon ISO, avec à chaque fois des attestations qu'on renvoie, mais que tout soit simplifié, centralisé. Merci Noël. Je pense qu'il y a peut-être encore d'autres questions, mais vous aurez l'occasion d'en discuter plus tard. Merci beaucoup et félicitations. J'invite maintenant... non pas la Miss Météo, mais le Monsieur Climat de Generali. Jean-Louis Charluteau, directeur réassurance et risques naturels et pilotage projet technique chez Generali. C'est un vaste programme puisque l'assurance va devoir faire face à des risques assez inédits. Donc, on vous écoute nous parler un petit peu de vos activités. Bon, alors, je vais commencer par vous dire que moi, je représente une industrie. Je suis un homme de l'industrie. C'est une industrie du risque. Nous sommes des professionnels du risque. C'est une industrie de la sécurité. On est là pour apporter des réponses, et des réponses qui peuvent prendre plusieurs formes. Et on est une industrie de service. Et ça, c'est très important. Donc, ce qui va nous guider, c'est le rationnel sur ces 3 missions. Et on est loin du débat de Davos entre Trump et Greta sur la responsabilité du changement climatique. Ça a été la première chose que je voulais vous dire. Donc, un homme de l'industrie avec un rationnel plutôt guidé par l'économie et ses missions vis-à-vis de ses clients. Deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que ces innovations dont je vais vous parler, on les a mis au service et nous les mettons au service de la transformation de notre business dommage, de notre business d'assurance dommage. C'est quoi le business de l'assurance dommage? Vous le connaissez, c'est celui de la mutualisation, c'est une valeur très forte. On se met tous ensemble, chacun paye une modique somme, et puis cette somme est utilisée, je vous la fais simple, cette somme est utilisée pour dépanner un des membres de la mutualité quand il se trouve confronté à un aléa. Le risque, alors c'est étonnant, ça marche très très bien. C'est qu'on n'est pas égaux devant l'aléa. On n'est pas égaux devant l'aléa. D'abord, l'aléa ne dépend pas de nous. Il faut le savoir, en avoir conscience. Ça ne dépend pas de nous. Et nous ne pourrons rien faire contre les conséquences du changement climatique. Face à cet aléa, on peut être plus ou moins vulnérable. On a déjà pris des mesures. On a choisi d'acheter une maison, certes, au bord de la mer, mais pas forcément en première ligne. On a pris différentes mesures. On a construit sa maison en respectant des normes ou son entreprise en respectant des normes. On fait attention au stockage de ses matériels et de ses marchandises, de son stock. Donc c'est une vulnérabilité. Et puis enfin, ce sont des enjeux, et les enjeux sont bien sûr totalement différents entre un particulier, une entreprise, un professionnel, avec pour les entreprises et les professionnels une dimension supplémentaire qui est le lien avec les fournisseurs et le lien avec les clients, et puis l'accessibilité de l'entreprise pour ses collaborateurs. Donc on est dans ce contexte-là, avec des aléas qui se multiplient, qui ont une intensité de plus en plus forte. Je crois que ce n'est pas inutile de rappeler que notre pays a été confronté à 4 années absolument terribles en matière d'événements de la nature. Ça a commencé en 2016, juste un bref rappel, avec les crues de la Seine. Ça s'est continué en 2017 avec le cyclone Irma aux Antilles, 2 milliards d'euros de dommages, 11 décès. Ça a continué en 2017 avec d'autres phénomènes de crues, en 2018 avec d'autres phénomènes de crues, et dont un phénomène très angoissant dans l'Aude avec près de 15, je ne suis pas sûr du nombre, mais près de 15 personnes qui ont trouvé la mort. Et vous l'avez vu, en 2019, on a battu des records puisque en l'espace de 3 mois, notre pays et sa façade méditerranéenne ont connu 9 épisodes méditerranéens, je vais y arriver, ou Cévenol.
tout ça coûte très cher. Tout ça coûte très cher et ça marque les limites de notre système de mutualisation. Et ce que je vais vous dire, c'est que dans la transformation de notre modèle de l'assurance dommage, on va être obligé d'introduire un peu plus de responsabilisation. En ce sens, ces innovations, vous l'avez compris, elles pilotent un modèle de transformation de notre business model, mais cette transformation du business model, elle va se faire au bénéfice partagé de l'entreprise d'assurance et de chacun de ses assurés. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, 3 innovations pour le prix d'une, si vous voulez bien. La première, il y a 5 ans, c'est que j'ai été voir la direction générale de mon groupe. Je leur ai dit, ça suffit, on ne peut pas rester les bras croisés. Alors, le terrain était propice. Et j'ai dit, alors, qu'est-ce que vous proposez ? J'ai dit, on va constituer un laboratoire du climat chez Generali et j'ai besoin de votre accord pour que je recrute des géographes, des climatologues, des hydrogéologues, des géologues, de les mélanger avec des actuaires et des assureurs et de développer les fondements, les bases, le know-how, l'expertise technique qui est nécessaire pour faire face à ce monde qui est plein d'incertitudes quand on est un assureur de dommages, c'est-à-dire quand on est le premier financier de la réparation des travaux. Et quand j'ai dit ça, on m'a regardé avec des gros yeux complètement fous. Charles Hutto, il a pété les plombs. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Dans une entreprise d'assurance, monsieur, on n'embauche pas de géographe, on n'embauche pas d'hydrogéologue, vous êtes trompé de métier, allez voir au BRGM ou à Météo France. Et puis finalement, ça a marché et ça donne de bons résultats et la direction générale a pris conscience, comme nous tous, désormais dans l'entreprise, de l'importance de ces enjeux. Donc, première innovation, penser en dehors de la boîte et recruter en dehors de la boîte. Un peu moins d'endogamie dans une société d'assurance, ça fait du bien. Deuxième innovation importante, on a développé un système qui repose sur la qualité des données. Certains d'entre vous l'ont évoqué tout à l'heure. Ah oui, je voulais vous dire à propos de mon équipe que dans l'équipe, la question du sens de notre boulot ne se pose pas. Tous les matins, on se lève et on sait ce qu'on a à faire. Le deuxième point, c'est le big data et l'intelligence artificielle. Oui, on s'en est servi pour répondre à un deuxième paradoxe qui est qu'il y a beaucoup d'assureurs qui ne savent pas où sont exactement les biens qu'ils assurent, où sont exactement les clients qu'ils assurent, parce qu'il y a un monde entre l'adresse postale qui était utilisée dans le passé pour envoyer des appels de cotisation, vous voyez ce à quoi je veux faire allusion, et puis la réalité, c'est-à-dire les coordonnées GPS du bien que nous assurons, qui est absolument indispensable. Ce travail a été réalisé au prix d'un effort dans l'entreprise d'algorithmie, comme je le disais, et d'intelligence artificielle, qui nous a permis de faire un bond considérable dans ce domaine. Et comme nous sommes un des principaux acteurs de l'assurance aux Antilles, nous avons été les premiers, là aussi c'est une innovation qui sert à la transformation, à avoir 100% de nos risques géolocalisés aux Antilles, c'est-à-dire que nous connaissons la position GPS de chacun de nos biens. Et enfin, la troisième innovation a été, et c'est peut-être la plus structurante, d'introduire un système d'information géographique. C'est un peu compliqué, mais c'est un système d'information à part entière, doté des fruits de nos recherches en matière de géographie, de territoire, d'aléas, au cœur même de notre système d'information, de façon à être en mesure de répondre à 2 objectifs. Un, des objectifs internes qui sont les objectifs de mon entreprise, de savoir qui on assure, où, pour combien d'argent au total, est-ce qu'on est en mesure de faire face, est-ce qu'on doit prendre des mesures pour atténuer notre exposition au risque, par exemple acheter plus de réassurance ou arrêter de souscrire carrément. Et le deuxième objectif, c'est de partager ce savoir, c'est de partager cette expertise avec nos assurés tout au long de la vie du contrat, de façon à leur pousser des informations appropriées sur moi, mon risque, mon exposition, mais également à mettre en œuvre toute la force d'un groupe industriel, je le rappelle, lorsqu'on fait face à un événement de type catastrophique. Ça passe par de l'information aux assurés, avant et pendant l'événement et après l'événement, et ça passe par la mise en place de notre système qui intervient, pas pendant les secours, mais juste après, pour répondre au plus près aux besoins de nos clients. Merci Jean-Louis. On entend un discours passionné, j'ai l'impression qu'il y en a encore. J'ai encore un mot à dire. Notre prochaine frontière, ce n'est pas de la techno, c'est encore du sens et c'est de l'humain. C'est arriver à faire de chacun de nos clients, chacun de nos assurés, un acteur de son propre risque. L'État ne peut pas tout, l'assureur ne peut pas tout face au changement climatique, et ça, c'est notre mission.
et vous entendez dans mes mots peut-être de la conviction, c'est parce qu'on est vraiment convaincu qu'on a un rôle social à remplir, que ce rôle social, il n'est pas forcément rempli par les pouvoirs publics, et que nous, assureurs, on connaît bien nos clients, on est proche d'eux, et on a les arguments, les moyens de leur apporter la sécurité dont ils ont besoin. Merci Jean-Louis. Alors, comme vous avez été bavard, je vais prendre une seule question si ça ne vous ennuie pas. Est-ce qu'il y en a une dans le public ? Non, alors je vais me charger de cet exercice. Vous avez mentionné le fait que, compte tenu des nouveaux risques auxquels on va être confronté, l'assurance va un peu passer d'un modèle de mutualisation à un modèle de responsabilisation. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Et une deuxième question un petit peu liée à ça, effectivement, votre business model va être amené à se réinventer complètement, puisqu'en fait, la donne change de manière très profonde. Donc certes, les aléas, on ne peut rien y faire, on ne peut changer que ce qui dépend de nous. On est très stoïcien dans l'approche. Mais est-ce que on a la capacité en tant qu'assureur de soutenir des projets qui contribuent à la résilience de nos économies, de nos modèles, de nos maisons, voilà. Oui, alors la prochaine étape, une des prochaines étapes, et c'est pour ça que je vous parle de process, on est vraiment dans l'industrie, c'est de proposer à nos clients des mesures d'anticipation. Ça, c'est assez bien fait déjà pour les professionnels qui nous font confiance et les chefs d'entreprise qui ont davantage de moyens. Et deuxièmement, c'est de nous tourner vers les particuliers. Là, la tâche est plus ardue. Et puis, c'est, après sinistre, se donner les moyens de reconstruire, de réparer de façon plus intelligente et de façon peut-être plus responsable. Un de nos autres grands projets, c'est d'avoir des modes de réparation qui soient RSE, c'est-à-dire qu'on puisse promettre à nos clients que lorsqu'ils font intervenir des entreprises et nos entreprises, eh bien, celles-ci vont intervenir en respectant la qualité de l'air, la traçabilité des produits, la responsabilisation des entreprises dans la mise en œuvre. Voilà. Merci. On vous remercie beaucoup pour ce témoignage. J'espère ne pas vous avoir assommé avec tout ceci. J'ai pas l'impression. M'inquiète. Merci Jean-Louis. Alors, on va changer complètement d'univers avec Christelle Gimaret, qui est la fondatrice d'EcoClean Robotics by Artupox. J'ai réussi. Et donc, c'est le premier service d'éco-nettoyage en B2B. Bonjour. Alors oui, effectivement, en 2005, j'ai créé Artupox, qui maintenant aujourd'hui s'appelle EcoClean avec des K, parce qu'on a des cleaners avec des K. Qu'est-ce que c'est EcoClean ? En fait, donc on remonte en 2005 et je trouve que l'entreprise de mes rêves n'existe pas, donc je me dis je vais la créer, tout simplement. Donc parce que je pense qu'on ne peut pas prédire l'avenir, mais par contre on peut peut-être le penser et le contribuer comme on souhaiterait qu'il soit. Et moi, je trouvais que dans le secteur du nettoyage, c'était une vaste fumisterie parce qu'en fait, on faisait travailler des gens qui étaient complètement invisibles, des fantômes, qui travaillent la nuit. D'ailleurs, si je vous pose la question, est-ce que vous savez dans vos entreprises, alors, premier niveau, quelle entreprise de nettoyage intervient ? Déjà, il y en a qui le savent ou pas ? Ouais, rarement. Et encore plus pointu, est-ce que vous connaissez le nom de vos intervenants qui font le nettoyage ? Je vois 2 mains qui se lèvent. 4, voilà. Donc ça, c'est plus possible. Donc en 2005, je me dis qu'il y a quand même des choses à faire. Et en général, quand on adresse un service ou un produit, on s'adapte à son marché. Moi, j'ai décidé que le marché s'adapterait à ce que je proposais, c'est-à-dire à faire intervenir des gens, donc des cleaners, de jour, c'est-à-dire que moi, je voulais qu'ils puissent avoir une vie familiale, une vie sociale, tout simplement. C'est pas normal que des gens se lèvent à 4h du matin et prennent le premier métro à 5h30 pour pouvoir rentrer chez eux parce qu'ils viennent de terminer leur journée. Donc, nous, on a dit à nos clients, voilà, on va vous proposer des solutions. Donc, au départ, on ne savait pas que ça allait s'appeler de la RSE, mais on savait que ça s'appelait déjà du développement durable, c'est-à-dire qu'on a dit on va vous proposer des prestations de nettoyage qui vont être écologiques et à forte dimension RSE. Donc, travail de jour, et ça, vous n'avez pas le choix.
Parce que quand vous allez dans un café, le mec qui vous prépare le café, il ne se cache pas pour préparer votre café, il le fait devant vous. Ben, moi, je ne vois pas pourquoi mon cleaner, avec sa chiffonnette, il devrait se cacher. Voilà. Donc évidemment, on vous cache les autolaveuses et les aspirateurs parce que ça fait un bruit pas possible. Mais en général, on le fait 2 heures avant l'ouverture ou 2 heures après la fermeture de vos entreprises. Donc ça reste sur des horaires qui sont acceptables en termes d'humanité. Et puis je me suis dit que le respect des hommes, c'était parfait, mais le respect aussi de l'environnement et de la terre, c'était bien aussi. Et surtout du respect, donc maintenant on appelle ça de la QVT, de la qualité de vie au travail. Mais lorsque votre environnement est nettoyé par des produits écologiques qui n'impactent pas ni la santé des cleaners, ni même vous, votre santé, puisque c'est vous qui y restez 8 heures par jour sur votre travail, bah, c'était encore mieux. Donc est né Artubox. Et puis au fur et à mesure des demandes clients, bah, on a continué à innover. Donc aujourd'hui, notre principale innovation, elle va être de mettre en avant donc, ces cleaners et de les former. Donc là, on a lancé une première gamme de robots autonomes. Donc ce sont des autolaveuses qui sont capables de faire d'aller se recharger toutes seules, de changer leur eau. Donc ça, c'est quand même une techno qu'on n'a pas inventée. C'est une petite boîte qui s'appelle Karcher qui fait ça. Mais on s'est dit qu'en France, personne ne le faisait, donc pourquoi pas nous ? Donc on le fait et c'est destiné aux entrepôts de logistique. Et puis, il y a aussi la qualité de l'air. Donc on a un autre petit robot qui va analyser votre air. Il est aussi sympa que Pepper. Donc il vous parle et puis surtout, il vous donne le dashboard avec votre reporting en temps réel. Et puis, il va faire le curatif. Alors c'est un petit peu le Dyson que vous pouvez voir chez vous, sauf que là, c'est la version B2B. Vous allez me dire, bah oui, mais si vous avez des robots, vous cassez l'emploi. Et en fait, pas du tout. Parce qu'en fait, on a décidé que faire le nettoyage, bah, ce n'était pas quelque chose de honteux et qu'au contraire, il y avait des vraies carrières possibles. Donc nous, on a fait monter en compétences des cleaners pour qu'ils passent des certifications. Alors de petite maintenance, ça va aller de l'habilitation électrique à changer un filtre, pouvoir analyser effectivement le dashboard. S'il dit 98% de saturation, il faut changer le filtre. Parce que le robot, il ne sait pas le faire. Et puis, sur nos autolaveuses, l'intervention humaine, elle est importante puisque l'autolaveuse, par définition, elle fait du linéaire. C'est-à-dire que s'il y a la moindre marche, par exemple, là, l'escalier, l'autolaveuse va buter sur la marche, et va faire demi-tour ou va contourner. En tout cas, elle ne viendra jamais sur l'estrade. Donc, il y a toujours une intervention humaine. Sauf que nous, on trouve que l'autolaveuse, quand elle passe toute seule la nuit, et que le mec, il est en train de dormir, c'est quand même vachement plus cool que s'il était derrière à faire des kilomètres pour rien, puisque l'autolaveuse, en plus, est autotractée. Donc voilà des petites innovations qu'on peut faire dans le nettoyage. Et le meilleur KPI qu'on peut vous donner, c'est notre taux de turnover, qu'il soit client ou salarié. Sur une entreprise de nettoyage classique, il avoisine les 50, voire des fois il frôle les 60% de turnover, alors que chez nous, il est de moins de 1%. Un autre KPI, nos clients, lorsqu'ils ont signé, à moins qu'ils fassent faillite ou soient rachetés par un groupe dans lequel les prestations de nettoyage sont incluses, ils restent avec nous. Et donc, on a des clients historiques depuis 15 ans. Dernière petite preuve de ça, c'est qu'en 15 ans, sur une entreprise donc, qui génère de la masse salariale, on n'a eu que 3 prud'hommes en 15 ans, vous imaginez. Donc, voilà. Merci beaucoup, Christelle. Et un autre fait d'armes, c'est que vous avez reçu un prix récemment et ça ouvre pas mal de champs des possibles. Est-ce que vous avez envie de nous en dire un petit peu plus ? Alors effectivement, j'ai été primée, donc ça s'appelle le Bold Woman Award, décerné par Veuve Clicquot, donc groupe LVMH, qui anciennement, jusqu'à l'année dernière, s'appelait le prix de la femme d'affaires de l'année. Et effectivement, ça ouvre beaucoup de portes puisque je l'ai surnommé le prix à 1 million d'euros parce qu'on a eu 3 rendez-vous et ces 3 rendez-vous cumulés vont générer 1 million de chiffre d'affaires. Donc ça veut dire qu'on va créer beaucoup d'emplois et ça, c'est top. Bravo. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle pour Christelle ? Il y en a une au fond. Bonjour. C'est quoi des produits écologiques pour faire le ménage ? Alors, en 2005, il n'y a pas de produits écologiques, en tout cas pas en gamme industrielle en France. Donc, on est allé chercher en Europe du Nord.
D'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser, mais nous sommes présents à Stockholm, Copenhague et depuis peu à Montréal. Donc, comme quoi, c'est un modèle qui est scalable et qui s'exporte. Donc, un produit écologique, c'est un produit qui ne va pas avoir d'empreinte sur l'environnement et qui ne va pas détruire ni vos poumons, ni vous brûler les doigts lorsque vous le manipulez. Et puis là, maintenant, on est même sur des produits biosourcés. Voilà. Généralement, ça n'a pas d'odeur, donc ça perturbe un peu les clients nouveaux qui nous disent « mais je ne comprends pas, ça ne sent pas le propre ». Comme si le propre avait une odeur. Voilà. Et alors, nous, on n'est ni fabricant ni distributeur de ces produits-là, donc la composition, je ne la connais pas par cœur. Par contre, nous mettons à disposition, évidemment, de nos clients ce qu'on appelle les fiches environnementales produits, où là, effectivement, tout est détaillé. Mais je pense qu'on est au-delà du jus de betterave et du vinaigre blanc. Je pense, hein, sinon... Mais en tout cas, on l'a appris il y a 3 jours. Nous venons d'être référencés chez Bicorp comme étant un fournisseur sur lequel s'appuyer pour répondre à des items Bicorp. oui. Il y en a un là, il y en a un là. C'était pas une question, c'était un bravo. Ce que vous faites est top. Et je voulais vous dire, c'est une proposition tout à fait, je suis un peu straightforward, mais dans une vie précédente, j'ai travaillé beaucoup dans le déchet et le recyclage, et on avait essayé de lancer un chantier qui me tient à cœur avec les entreprises de nettoyage. C'était de bien faire appliquer les consignes de tri sur les déchets, parce qu'on sait que comme ça peut être des personnels qui ne vont pas forcément bien lire ou bien comprendre, passer le soir, moi j'ai parfois assisté à des choses parce que je faisais des tournées avec des fournisseurs, et puis on avait tous bien trié toute la journée, mais le soir et la nuit, c'est compliqué. Et donc je serais ravie, si vous avez envie, qu'on passe un peu de temps pour regarder comment on pourrait faire avancer aussi ce petit sujet du nettoyage, qui est comment est-ce qu'ensuite tout ce qui a été trié dans les bureaux toute la journée peut ensuite retrouver une nouvelle vie. Voilà. On serait ravis de vous ouvrir nos solutions. Donc, par exemple, la première des solutions, on peut parler d'innovation. Souvent, notre personnel de nettoyage, que ce soit chez nous ou ailleurs d'ailleurs, c'est parler français, puisque c'est sa langue maternelle, mais ne sait pas lire, ne sait pas écrire. Donc nous, on a un petit dé interactif sur lequel il y a des pictogrammes. Et si, par exemple, il faut appeler le manager parce qu'il y a besoin, on a un pictogramme avec une tête de petit bonhomme. Il tape dessus, ça envoie un SMS préécrit au manager. Si, par exemple, il veut... on fait beaucoup aussi de détection de fuite, par exemple. Eh bien, il va taper sur le petit pictogramme, lavabo, bouché. Il appuie dessus, ça remonte au client en disant « appelez le plombier ». Voilà, donc on a des petites solutions comme ça. Et puis sur, par exemple, nous on fait aussi beaucoup de traçabilité des déchets, puisque effectivement, si vous prenez la peine de trier dans vos entreprises, c'est quand même dommage que ça se retrouve dans une seule et unique benne. Donc on fait des petites, on a des petits marqueurs comme ça, où effectivement c'est sur leur smartphone, hein, tout simplement. C'est vraiment toujours à base de pictogrammes, c'est le sac vert, le sac jaune, le sac bleu. Voilà. Et ils savent exactement ce qu'ils doivent mettre dedans. Et alors au début, c'est un petit peu chaotique, hein, je ne vous le cache pas. Mais c'est aussi l'avantage quand vous avez votre personnel de nettoyage sur place, c'est que vous pouvez apporter le correctif immédiatement. Donc comme nos clients sont très engagés sur ces questions RSE et environnementales, souvent, ça passe même pas par notre manager, ça passe directement par le client qui est ravi de donner de la pédagogie à la personne qui est en face de lui. Voilà. Mais on a plein de petits trucs qu'on pourra échanger. Bon, on vous souhaite des échanges fertiles et fructueux. Merci beaucoup, Christelle. Est-ce qu'il y a une toute dernière question Oui, j'en vois une là-bas. Oui, bonjour. Combien êtes-vous de salariés? Est-ce que vous avez des programmes d'alphabétisation? Parce que vous faisiez allusion au fait que votre personnel parle peu français. Voilà. Alors, combien on est? C'est une question qu'on nous pose toujours. Et excusez-moi mon franc-parler, mais qui veut rien dire en fait. Parce que vous pouvez, chez les majors, il y a des milliers de salariés. Et il y a des milliers de malheureux. Chez nous, on est très peu. C'est-à-dire qu'on a une croissance qui est complètement raisonnée. Quand vous avez une boîte de nettoyage qui a 15 ans d'âge, normalement, vous générez entre 15 et 17 millions d'euros de chiffre d'affaires.
nous, et vous dégagez 3% de marge. Et vous avez plein de prud'hommes et vous avez plein de soucis. Nous, on fait 6 millions, un petit peu plus de 6 millions, on est à peine 200. Par contre, on dégage 19% de marge. Donc voilà, on a préféré miser sur l'humain que sur le nombre. Voilà. Alors après, par contre, on n'est pas un ESAT. Donc non, on ne fait pas on n'a pas de programme ni de formation ni d'alphabétisation. Par contre, on a des plans de carrière sur lesquels on peut effectivement les aider à progresser et à choisir leur carrière. Donc l'exemple le plus commun, c'est un simple cleaner qui va devenir chef d'équipe, puis manager. Et puis on a un manager qui est passé associé. Et puis on en a un qui est encore plus fou, qui nous a dit « moi je veux ouvrir tel pays » et j'y vais. Et on lui a donné les clés via une licence de marque de l'entreprise. Voilà. Donc on fait des choses, mais qui ne sont pas classiques au sens strict du terme. Merci beaucoup Christelle d'innover dans l'innovation. Alors, je crois qu'on est à mi-parcours. Si vous avez encore un peu de courage et de curiosité, je vous invite à accueillir Manon Léger, qui est passionnée de Tech for Good et qui est la cofondatrice de l'association Latitude. Bonjour. Alors, bon, vous aurez remarqué, moi, j'ai que 25 ans. Je n'ai pas l'expérience et le bagage de la personne qui passait juste avant. Et j'ai été vachement impressionnée par ce témoignage. Donc, franchement, bravo. Non, mais c'est rare de voir, en fait, des projets qui innovent à la fois sur le social, sur l'environnemental et dans la durée. Donc, franchement, chapeau et merci. Et donc moi, je m'appelle Manon, j'ai cofondé une association qui s'appelle Latitude, qui a seulement 2 ans et demi d'existence, et qui cherche à mobiliser le monde de la tech au service de l'intérêt général. Mais en fait, c'est pas pour rien que je réagissais sur le témoignage précédent. On sait que le monde de l'intérêt général, depuis longtemps, que ce soit donc les ONG, les associations, les pouvoirs publics, agissent sur le terrain et apportent des réponses et apportent des innovations qui ne sont pas forcément technologiques, mais qui existent et qu'il ne faut pas minimiser. Et nous, on essaye de les aider à prendre le virage du numérique, de la tech et de l'innovation technologique, en s'appuyant sur ce qu'ils font déjà très bien dans leur activité. Et alors, pour commencer, je voulais vous raconter un peu quelques projets pour illustrer, parce que ça peut paraître un peu abstrait comme ça. Qu'est-ce que c'est mettre la tech au service de l'intérêt général ? Alors, le premier projet dont je voulais vous parler, c'est un projet qu'on a mené avec Label Emmaüs, que vous connaissez peut-être, qui est la boutique en ligne du mouvement Emmaüs, et qui essaye donc d'inventer un autre modèle en fait, de marketplace, en permettant à des personnes qui sont des compagnons d'Emmaüs, donc des personnes qui font partie des communautés Emmaüs, qui sont souvent des personnes éloignées de l'emploi avant de rejoindre Emmaüs, de poster des annonces sur une boutique en ligne. Et donc chacun, vous, moi, d'ailleurs je le fais régulièrement et je vous invite à le faire, peut aller faire ses courses sur Label Emmaüs au lieu de faire ses courses sur d'autres marketplaces qu'on n'est pas obligé de citer par exemple. Et donc Label Emmaüs, comme toutes les marketplaces, a besoin d'un certain nombre d'innovations tech qui lui permettent d'être concurrentiel parmi tous les autres sites de e-commerce qui existent. Et avec eux, on a travaillé notamment sur des sujets qui sont très matheux et très tech, comme des algorithmes de recommandation pour donner aux clients les prochains articles qui pourraient les intéresser et qui pourraient avoir envie d'acheter, ou des algorithmes qui permettent de dire aux compagnons d'Emmaüs si l'annonce qu'ils sont en train d'écrire a des chances ou pas d'être vendue, pour les aider à mieux rédiger leurs annonces, à les classer dans la bonne catégorie, à mettre les bons tags, à donner le bon prix aussi, parce que c'est pas évident de choisir le prix d'un article pour qu'il soit vendu suffisamment rapidement, éviter de faire du stock qui n'est jamais utilisé. Et donc derrière ça, on voit que sur un sujet classique de marketplace ou de e-commerce, on arrive à l'appliquer en fait au monde de l'intérêt général et à faire des choses qui sont aussi intéressantes techniquement pour des personnes qui vraiment veulent faire des maths ou de la tech, mais appliquées au bien commun et à un autre modèle de consommation. Un autre projet que j'adore, sur lequel on a travaillé, et qui est là plutôt environnemental pour le coup, c'est un projet avec l'association Réavi. Réavi, c'est une association qui a été créée par quelqu'un qui travaillait chez Vinci et qui a vu beaucoup de chantiers de démolition, et qui s'est rendu compte qu'en fait, sur les chantiers de démolition, on détruisait plein de choses qui auraient pu être réutilisées.
comme des lavabos, du mobilier, simplement parce qu'on n'était pas capable de traiter ces objets-là. Donc là, pareil, ce n'est pas un sujet éminemment technologique, c'est plutôt une question de comment est-ce qu'on s'organise bien pour récupérer ces lavabos et ensuite les reproposer dans d'autres chantiers de construction cette fois. Et donc il y avait dans cette association des bénévoles qui sur le terrain notaient tous les objets qu'on pouvait garder, déposaient méthodiquement à côté tout ce qu'on pouvait conserver et réemployer, et ensuite faisaient à la main la redestination de voilà, ce lavabo il va aller à tel endroit. Et avec eux, on a développé une application mobile qui leur permet de faire ça en direct et de beaucoup mieux gérer leur base de données que quand c'était géré sur papier. Donc on est sur de la digitalisation assez classique, mais vraiment appliquée à une association qui a un impact qui est énorme dans l'environnement, et le bâtiment c'est vraiment un des secteurs dans lesquels la question environnementale est la plus prégnante. Donc là encore, un beau challenge tech, finalement pas si différent de ce qu'on aurait pu trouver dans une entreprise plus classique, mais appliqué à un sujet environnemental prégnant. Et donc si je vous raconte tout ça, c'est parce que en fait c'est donc Latitude, nous, je suis là parce que ça me fait plaisir aussi de vous montrer des exemples d'innovations qui existent. Mais en fait, ces innovations, ce n'est pas nous qui les avons portées. Nous, chez Latitude, notre rôle, c'est juste de faciliter ça. Et donc, en fait, sur le premier projet, par exemple, dont j'ai parlé, Label Emmaüs, c'est une centaine d'étudiants de l'ENSAE, qui est une grande école de statistiques, qui ont travaillé sur le projet dans le cadre de leur cursus. Donc ça faisait partie de leur formation. Il y avait des étudiants pendant tout un week-end de première, deuxième, troisième année à l'ENSAE qui ont travaillé sur ce sujet d'algorithme pour Label Emmaüs. Et sur le deuxième projet, celui de Réavis, cette fois c'est des étudiants de Centrale Supélec, donc une grande école d'ingénieurs, qui ont travaillé pendant tout un semestre sur la création de cette application mobile, et ils ont même été aidés par des collaborateurs d'une de nos entreprises partenaires qui sont venus leur prêter main forte le temps d'un hackathon également. Et donc tout ça, c'est des personnes en fait, qui n'étaient pas forcément prédestinées à travailler sur des sujets d'intérêt général, qui voulaient plutôt travailler sur des sujets tech, et qui, grâce au programme qu'on a pu mettre en œuvre, ont découvert qu'en fait, leurs compétences pouvaient vraiment avoir un impact positif sur la société. Et donc finalement, chez Latitude, nous, notre forme d'innovation, c'est pas particulièrement de créer des technos, puisque vous aurez compris, c'est pas nous qui le faisons directement, mais c'est plutôt de montrer ce qui existe à des personnes qui l'auraient jamais deviné sinon. Et c'est pour ça que moi, mon petit péché mignon, c'est le sujet de l'éducation. En fait, notre principal programme aujourd'hui chez Latitude, c'est d'intégrer directement dans les cursus des étudiants, donc comme on a pu le faire à l'ENSAE ou à Centrale, des projets d'applications qui font partie de leur cursus, qui leur permettent de valider des crédits pour leurs cours, pour leurs dossiers. Vraiment, ça fait partie du cursus normal. Sauf que ce sont des projets qui sont appliqués au monde de l'intérêt général. Et c'est pour ça qu'on se bat tous les jours chez Latitude. C'est vraiment pour créer un modèle d'éducation et d'enseignement dans lequel l'engagement citoyen est mis au cœur, pour que chaque personne qui apprend des choses techniquement, et demain on pourrait le faire aujourd'hui on le fait vraiment sur le numérique et sur la tech parce qu'il y a un gros enjeu, mais demain on pourrait le faire en fait sur toutes les compétences, et montrer à chaque personne qui a n'importe quelle compétence qu'en fait elle peut aussi l'utiliser pour s'engager et pour décrire le modèle de société dans laquelle elle veut vivre. Voilà en quelques mots ce qu'on fait, et ensuite si vous voulez parler de tech plus précisément, si vous voulez parler d'éducation et de comment est-ce qu'on essaye de changer l'enseignement, je suis ravie de répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup Manon. Et bravo, oui. Peut-être une première question à chaud. Justement, quand on en parlait sur justement ta sensibilité au sujet de l'éducation, ces jeunes de différentes écoles que tu embarques dans ce type de projet, est-ce que tu as l'impression que en fait, ils ont au fond d'eux cette notion que la tech devrait être au service du for good, justement, ou de l'intérêt général, ou est-ce qu'en fait, il y a une forme d'aveuglement et qu'en fait, la tech pour la tech, et du coup, parfois de la tech for bad, c'est aussi ce à quoi ils vont finalement être amenés à travailler. Donc, comment, toi, tu te situes, quelle est ton impression pour évoluer un peu avec ces écosystèmes-là en ce moment ? Alors, si je comprends bien, il y a pas mal de questions en une. Je vais essayer de répondre un peu à tout.
déjà pour commencer, même si j'enfonce des portes ouvertes, mais ça fait jamais de mal de le rappeler, quand on dit les jeunes qu'on accompagne et qu'on embarque, j'aime beaucoup ce mot embarquer, c'est évidemment pas une masse indistincte avec voilà, les jeunes qui veulent ceci ou qui veulent cela. Enfin, on entend un peu tout à droite et à gauche, entre les jeunes veulent s'engager, mais les jeunes veulent aller dans les GAFA et dans les meilleures entreprises de la tech. En fait, chacun a des aspirations qui sont différentes et qui sont en général un peu au croisement des deux. Après, il y a pas mal d'études qui sont faites sur le sujet. Et en fait, surtout sur le secteur de la tech, hein, qui, moi, vraiment... Enfin, j'ai commencé là, j'ai fait une école d'ingé, donc je m'intéresse vraiment plus au sujet de comment est-ce que la tech, qui transforme beaucoup de choses dans le monde aujourd'hui, peut être mise dans le bon sens. Les jeunes ont envie de s'engager, d'après les études. C'est-à-dire qu'un sur deux dit qu'il aimerait travailler, par exemple, dans une entreprise de l'économie sociale et solidaire. C'est des études BCG, CGE, Ipsos qui sont faites tous les ans. Et après, quand on leur demande « Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, par exemple, l'économie sociale et solidaire ?» En fait, il y en a 1 sur 5 qui sait ce que c'est. Et donc, quand on voit ça, oui, ils ont envie de s'engager sans faire de généralité trop hâtive. Mais en revanche, pour leur donner les moyens vraiment de le faire, c'est un autre sujet. Et les écoles, elles réagissent depuis assez peu de temps. Elles ont beaucoup de sujets, hein, donc c'est pas du tout pour dévaloriser. Mais sur le sujet vraiment de l'intégration des enjeux sociaux et environnementaux dans les cursus, il y a une centaine de directeurs et de directeurs académiques, directeurs des études, qui ont signé un appel cette année, enfin en 2019, pour dire oui, on veut changer les cursus et intégrer les enjeux sociaux et environnementaux dans nos cursus. Ça n'avait pas vraiment été fait avant. Et donc en fait, les jeunes ne savent pas, en arrivant en école d'ingé, et moi je l'ai vécu, mais c'est aussi pareil dans d'autres formations, concrètement ce qu'ils peuvent faire pour s'engager. Et nous, c'est un peu à ça qu'on essaye de répondre avec l'attitude. C'est non seulement de montrer aux écoles qu'il faut prendre ce virage-là, mais aussi de leur donner les moyens de le faire en transformant concrètement les cursus et les cours. Et alors, à l'issue de la première année pendant laquelle on a mené ce programme, on a fait une mesure d'impact pour savoir un peu ce que ça avait donné et vérifier si nos hypothèses, ce à quoi on croyait, pouvaient être validées. Et quand on a demandé aux étudiants s'ils avaient déjà eu l'occasion dans leur cursus de mettre leurs compétences au service de l'intérêt général, il y en a 9 sur 10 qui nous ont dit non, on n'avait jamais eu l'occasion. Et ensuite, on leur a demandé s'ils voulaient continuer du coup après, et il y en a 7 sur 10 qui nous ont dit oui. Donc c'est pas mal, 7 sur 10, on voudrait faire mieux encore. Mais c'est déjà bien, on se satisfait aussi des petites victoires. Mais donc le 9 sur 10, il est en fait assez frappant. Mais quelque part, nous, c'est ce qui nous fait plaisir aussi dans ce sujet, c'est qu'en touchant l'éducation, on va toucher des personnes qui n'auraient jamais été sensibilisées sans nous. C'est-à-dire que si on avait fait un mouvement de jeunesse où se rejoignent déjà toutes les personnes qui ont envie d'agir, on aurait touché des personnes déjà convaincues. Là, en transformant les cursus, la formation, l'enseignement, on est capable de toucher toute une génération, et notamment des personnes qui, sans ça, n'auraient pas forcément été sensibles au sujet. Donc c'est un peu nos petites victoires à nous quand on arrive à faire prendre conscience à quelqu'un qui n'aurait jamais été sensibilisé sans nous. C'est ce qu'il faut, de ne pas prêcher des convaincus. Donc bravo pour ça. On va avoir le temps de prendre une question. Est-ce qu'il y a un volontaire? Oui. Allez-y toutes les deux. Est-ce que ces associations viennent vous voir ou c'est vous qui allez les trouver? Comment ça se passe, ces partenariats? On va prendre la deuxième comme ça. Oui, bonjour. Donc pour le moment, vous vous concentrez sur la tech. Est-ce que vous avez l'envie d'évoluer sur d'autres domaines ou plutôt d'élargir sur la tech? Il y a déjà beaucoup à faire et donc aller encore plus loin dans votre proposition. Alors, 2 super questions. Sur les associations, et donc on n'accompagne pas que des associations, aussi des entreprises sociales et des acteurs publics pour essayer de ne pas être trop dogmatique et de montrer vraiment la variété de ce qu'il est possible de faire pour s'engager pour l'intérêt général. Et on montre même des exemples d'entreprises plus classiques mais qui ont des actions qui sont intéressantes et qui vont dans le sens d'un impact positif pour la société, pour vraiment montrer aux étudiants et futurs jeunes diplômés tous les endroits où ils peuvent aller travailler. Et donc les associations, elles viennent à nous par différents moyens. Le principal, c'est un appel à projet qu'on organise tous les ans. Et en fait, depuis le début, on a vraiment toujours eu...
le tout premier appel qu'on avait fait, on était étudiants en école, on n'avait aucun réseau, rien du tout. On avait déjà eu 30 réponses d'associations qui voulaient nous proposer des projets. Et depuis, ça triple à peu près tous les ans. Et en fait, il y a une demande qui est... Enfin, au dernier, là, il y en avait 250. Enfin, il y a vraiment, vraiment beaucoup de demandes d'aide au niveau technologique dans les associations, entreprises sociales, pouvoirs publics. Après, la question, c'est de savoir comment l'adresser. Et surtout, nous, on n'est pas là pour répondre à tout. Dans le sens où ce qu'on fait, c'est mobiliser des étudiants. Donc, on ne dit pas que ça va faire un projet qui va solutionner tous les enjeux techniques d'une structure, mais plutôt lui mettre le pied à l'étrier, lui permettre de tester des choses gratuitement et peut-être se lancer dans une démarche après. Et on recommande ensuite d'autres prestataires ou d'autres personnes qui peuvent les aider à continuer et à maintenir les projets une fois que nous, on les a juste amorcés. Et la deuxième question, je me souviens que c'était en plus hyper intéressant. Ah oui, évidemment. Alors, on en rêve, bien sûr. On n'a honnêtement pas tranché encore entre prendre la tech et l'explorer à fond, c'est-à-dire dans l'enseignement et ensuite à tous les niveaux de l'entreprise, parce qu'il y a aussi énormément de choses à faire dans les entreprises pour diriger les technologies dans le bon sens. Moi, je penche plutôt vers le côté enseignement et en fait, pas faire que l'enseignement à la tech, mais l'enseignement sur tous les domaines. Il y a déjà un travail qui est énorme sur l'enseignement à la tech. Et aujourd'hui, c'est un sujet qui en fait attire des personnes de toutes les formations. Et je pense que c'est comme ça qu'on fera le pont. Parce qu'en fait, il n'y a pas du tout, et ce serait une erreur de croire ça, que des ingénieurs qui travaillent sur des sujets tech. Parce qu'autour de... Et encore, on a une vision assez réductrice de la tech, parce qu'on pense numérique. Mais même autour d'un projet numérique, il y a évidemment des ingénieurs qui le développent. Et derrière, il y a des personnes qui vont communiquer dessus, il y a des personnes qui vont le vendre, il y a des personnes qui vont penser le marketing, il y a des personnes qui vont penser le produit aussi et l'expérience utilisateur, qu'est-ce qu'il doit y avoir derrière. Et donc, ce n'est pas du tout réservé aux ingénieurs de travailler sur ce genre de sujet. Et donc, je pense qu'on va commencer par élargir déjà à d'autres formations en restant sur ce qu'on connaît et ce sur quoi on peut être pertinent aussi sur le numérique. Et puis après, il y a beaucoup d'impact à avoir dans le monde et beaucoup de choses à changer. Donc, on se laisse des portes ouvertes. Merci beaucoup Manon et bravo et bonne continuation. La prochaine personne qui me rejoint, c'est Myriam Maestroni, qui est la fondatrice d'Économie Énergie et qui va venir nous présenter son parcours sans faute, qui nous amène ici aujourd'hui. Merci, bonjour à tous. Alors je ne sais pas si c'est un parcours sans faute, c'est vous qui le dites. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, c'est au moins avec le double d'âge de la personne qui me précédait que je vous donne un point de vue. Et donc, ça m'a effectivement, contrairement à ce que vous dites, fait faire des erreurs. Parce que moi, j'ai démarré, je commence toujours par raconter ça, dans le pétrole et dans le gaz. Donc, je suis en phase de rédemption. Hein. Et il y a 10 ans, donc je dirigeais Primagaz, et il y a maintenant presque 10 ans, 9 ans, je me suis aperçue à quel point finalement on s'occupait que de technologie et de supply chain, de chaîne d'approvisionnement et en gros comment garantir la sécurité d'approvisionnement à nos clients. Et puis finalement ces clients-là, ils étaient juste bons à payer. Et moi ça m'agaçait un petit peu pour plein de raisons. Et d'ailleurs j'avais démarré cette réflexion à partir de 2004-2005 en disant moi ce que je veux c'est aider les clients à consommer moins. Parce que je pensais qu'avoir des clients plus contents plus longtemps, même s'ils consommaient moins, ben c'était quelque chose de plus juste, et pour l'entreprise et pour la planète. Et donc, finalement, tout le monde me prenait pour une tarée, parce que c'est aussi ça. Hein, il faut savoir qu'innover, à un certain moment, on est un peu seul, quoi. Hein. Et moi, j'étais la seule femme dans une boîte où les top 100 étaient des hommes. Et quand vous leur dites, bah voilà, je vais aider mes clients à consommer moins, alors que le business model, c'est juste l'inverse, c'est depuis 150 ans, il y a quand même une phase d'adaptation. Mais il n'empêche que c'est riche de ces convictions qu'à un certain moment, je quitte Primagaz en 2011 et je quitte Primagaz avec 8 personnes qui me disent finalement on a travaillé autour de l'idée de conseil en énergie et donc d'aider les clients à consommer moins et on pense qu'il y a vraiment des choses à faire là-dessus. Et on voudrait continuer à travailler avec vous. Et là, bon, moi, j'étais directeur général, j'avais 24 ans, pour le coup, d'une boîte dans le pétrole. Je dis, bon, ben, pourquoi pas. Et donc, j'ai créé une start-up, on était 8.
9 ans plus tard, on est 300. Et finalement, ce qui est beaucoup plus important, c'est que mon idée était de rendre simple des trucs hyper compliqués. Moi, j'ai passé des heures et des heures dans des séminaires où on pouvait débattre pendant vraiment longtemps de la largeur du pipe, enfin du tuyau, que sais-je moi, du robinet emplisseur, de choses très techniques, quoi. Donc, tout le monde se fiche. Et là, moi, mon idée était de dire finalement, on n'est pas tous des experts en énergie, heureusement. Par contre, on paye tous des factures. Et il y en a marre de penser que les gens sont juste bons à payer des factures et bien trop idiots pour tout le reste. Et je suis vraiment fière aujourd'hui d'avoir pris ce parti pris, qui n'était pas évident, parce qu'à l'époque, monter cette entreprise sans moyens, tout le monde me regardait un petit peu comme une originale. Et finalement, les deux paris, c'était quoi? C'était de dire, il y a une filière, on me parlait de la filière, et de se dire, donc, évidemment, on changeait une chaudière, on appelait son plombier, c'était le plombier qui était celui qui faisait remonter les indications de clients. Se dire, non, je pense qu'on peut devenir des apporteurs d'affaires de la filière et aller directement interpeller les clients en direct à condition d'expliquer simplement les choses. Il faut juste savoir qu'en France, on est dans un pays où une maison sur deux consomme 6 à 9 fois plus d'énergie qu'une maison qu'on construirait neuve. Donc, tout le monde peut comprendre ça. Et la deuxième chose, c'était le pari du digital. Et on en était loin, hein, parce que je peux vous dire, quand on parle d'innovation, ce n'est pas tout de suite le secteur de l'énergie qui nous vient à l'esprit. Hein. Bon. Et pour cause, chez nous, il se passait en général un truc tous les 30 ans. Bon. Et donc, en fait, là, Économie d'énergie, avec ces plateformes, a réussi à toucher un grand nombre de Français. On va arriver à 20 millions aujourd'hui de visiteurs uniques sur nos plateformes. Et on a accompagné depuis l'origine 800 000 travaux. Et un de mes rêves, c'était d'accompagner 1 million de travaux de rénovation. Et ce sera fait cette année, puisqu'on double d'année en année. Et là, on vient, il y a quelques mois, enfin juste à la fin du mois d'octobre, de s'adosser, et c'est un adossement industriel à un grand groupe qui est la Poste. Et c'était un beau prolongement de ce rêve, puisque la Poste est la plus vieille entreprise de France, elle existe depuis Louis XI, et elle allait porter le courrier chez chaque Français, ce qui continue à être le cas, sauf que ses activités principales, évidemment, on envoie moins de lettres puisqu'on envoie plus de mails, ont baissé. Et donc, il cherchait à voir comment ce capital confiance et cette possibilité d'aller chez les clients pouvait aider à porter cette offre de rénovation énergétique pour faire comprendre aux Français qu'on peut faire des travaux d'isolation, des changements de chaudière, quels travaux faire, comment les financer, à quelles aides ils avaient droit et comment les obtenir. C'est une grande question. Quel matériel installer, à quel professionnel s'adresser. Et voilà, et je trouve qu'aujourd'hui, les leçons que je retire de ça, c'est qu'il n'y a pas d'engagement sans conviction et que parfois nos convictions, même si elles semblent un peu farfelues, eh bien, elles se convertissent en vrai socle de business rentable. On est une entreprise à parité homme-femme, 32 ans de moyenne d'âge, 12 nationalités, et quand j'ai fait naître cette société, c'est tous ces principes de développement durable dont on me parlait, avec lesquels j'avais envie de vivre. Et c'est une expérience fantastique que je re-signerai tout de suite. Je dis ça pour inspirer ceux qui ont envie de faire une entreprise. Par contre, il faut savoir que quand on veut créer une entreprise et qu'on veut la faire grandir, parce que je crois que tout ce qui ne grandit pas dans la nature meurt, donc il faut penser à faire grandir nos entreprises, eh bien, il faut être bien accroché, parce que il faut garder le sens. Tout à l'heure, on me disait, moi, c'est comme Churchill, il disait no sport. Moi, j'espère qu'à son âge, je dirais no stress. Et donc, on a besoin de se développer énormément à titre personnel. Je crois que c'est la plus grande innovation dont on puisse faire preuve, que de s'alphabétiser sur le plan émotionnel, parce qu'on se rend compte à quel point on est devenu un alphabète émotionnel, et parfois, surtout dans notre pays où il y a beaucoup d'agressivité, de frustration et de choses qui finalement sont des états émotionnels non ressources. On a besoin de cultiver beaucoup de paix, parce que c'est à partir de la paix, de la conscience de notre vulnérabilité. Finalement, vous savez, la vie humaine, c'est 200 000 ans sur une planète qui a 4,5 milliards d'années. Et donc, je crois qu'on doit reconnecter avec ce vrai esprit. Et je terminerai, parce que je ne veux pas être trop longue et qu'il y a peut-être des questions. On est quand même dans un pays où il y a beaucoup de sagesse, et Rabelais disait « La sagesse ne peut pas exister dans les esprits de gens méchants
et continuer par quelque chose qui est très connu, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et donc, pour moi, humaniser le progrès, c'est réellement travailler au bien commun. Et le bien commun, je relisais, on m'envoie, une petite histoire, on m'envoie un livre qui a été écrit en 1976 par un monsieur qui s'appelait Cipollini, qui enseignait à Berkeley, qui s'appelle Les lois fondamentales de la stupidité. Il décrit 4 types de personnes. Il décrit les personnes qui veulent le mal pour eux, le mal pour les autres sont les stupides. Et il dit la première loi de la stupidité, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens comme ça et qu'il faut savoir que ça existe. Deuxième catégorie de personnes qu'il décrit sont les gens qui vont le bien pour eux et le mal pour les autres. Ce sont des bandits, des passagers clandestins. La troisième catégorie de personnes, ils veulent le mal pour eux, le bien pour les autres. Il les appelle les crétins. Ce n'est pas de moi, c'est de lui. Et puis une quatrième catégorie de personnes qui veulent le bien pour eux et le bien pour les autres. Et je crois qu'aujourd'hui, ils appellent les intelligents. Et je crois qu'aujourd'hui, on doit tous essayer d'adhérer au camp des intelligents, sachant que quand on est intelligent, crétin, on va dire on change d'état. Les stupides, d'après lui, toujours, c'est moins le cas. Donc essayons d'être intelligents, de travailler au bien commun, parce que je crois qu'il y a une magnifique inspiration et une capacité à reconnecter avec notre humanité. Et c'est tout à fait compatible, au travers de mon expérience, je crois que je le partage bien volontiers avec vous, de succès, de croissance, de création d'emplois et d'apporter sa contribution pour essayer de trouver des solutions, cet éventail de solutions dont parlait mon ami Noël tout à l'heure. Voilà. Merci Myriam. Merci. Est-ce qu'il y a des questions pour Myriam? Oui, Géraldine. Non, il y avait une analyse. Lorsque je suis arrivée en 2004 en France, on me dit oh, il y a juste un petit problème, tout va bien chez Primagaz, on perd juste plus de clients qu'on en crée. Ce qui est un grand problème. Enfin, je sais pas, quand on démarre une start-up, moi je peux vous dire, j'ai démarré 2 fois des start-up, pas pour mon compte propre, c'était pour compte de tiers. J'avais une cloche, on comptait les premiers clients, les 10 premiers clients, les 100 premiers clients, les 1000 premiers clients. Parfois j'interviens, j'ai quelqu'un qui me dit ah, mais nous, il nous faut le prix du carbone, on ne peut pas investir. À côté, j'ai des gens qui me disent ah, mais nous, on cherche des sous. Et moi, je suis au milieu, je dis ah, je cherche juste des clients. Et des clients qui restent fidèles, parce que la meilleure source de croissance organique profitable, j'ai écrit un bouquin entier là-dessus, qui est un modèle de Harvard. Je ne sais pas s'il n'est pas épuisé maintenant, ça s'appelle Intelligence émotionnelle, croissance et bénéfices. Et en fait, on s'aperçoit que la meilleure source de croissance organique profitable, c'est des clients contents, qui coûtent moins cher que de créer des nouveaux clients qu'on perd tout le temps. C'est la base des modèles digitaux aujourd'hui. Donc, le secret, c'était ça. Et finalement, en faisant le travail de comprendre pourquoi on perdait des clients, je m'apercevais qu'en tant qu'entreprise, on ne parlait pas du tout le langage des clients. Forcément, on les prenait pour des idiots. Mais personne n'est idiot. Il faut arrêter de penser que les clients ou les individus qui ne sont pas des experts dans un sujet comme l'énergie ou autre. D'ailleurs, je trouve que ça a été très bien décrit tout à l'heure par Manon, qui dit finalement, il ne faut pas être ingénieur pour faire de la tech. On a besoin d'ingénieurs, mais pas que. Parce que l'ingénieur sans marketeur, ça ne sert à rien. Donc, c'est venu de là et de cette analyse. Et je parlais avec les gens. Je suis allée dans les agences. Je leur disais, bon, vous, là, pourquoi vous ne créez pas de clients? Alors, ils me disaient, oh là là, c'est trop cher. Je dis, ah bon? Et les gens, ils mettent quoi? De l'électricité. Ah d'accord, c'est plus cher que nous. Je dis, ah, c'est bien, je suis tombée sur les idiots. Deuxième agence, on me disait, ah mais non, on ne crée pas de clients. Là, on a trop de travail à clore les contrats, à clôturer les contrats. Après les idiots, les dépressifs. Quand 40 fois, on vous raconte la même histoire, au bout d'un moment, vous dites, mais... Vous savez, les Anglais disent perception is reality. C'est que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, au bout d'un moment, on ne peut pas avoir des idiots et des dépressifs partout. Et j'ai commencé à comprendre qu'on ne parlait plus le langage clair. Puis à partir de là, c'est toute une longue histoire qu'on trouve beaucoup. Hein. Vous faites Google. J'ai raconté cette histoire beaucoup. Je suis à votre disposition. C'est un peu long parce que pour le coup, c'est 20 ans de carrière et de réflexion. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut des convictions et du cœur. Il faut vraiment des convictions et du cœur pour réussir. Aujourd'hui, l'intelligence, l'intellect est une condition nécessaire, l'argent est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Et je crois que le driver doit être les convictions, le cœur, évidemment l'information, mais ça, l'information, on l'a. Et malheureusement, on sait tous aujourd'hui que le réchauffement climatique met en lumière notre vulnérabilité. Et donc, il faut se mobiliser. Je crois qu'autour de ça, il y a plein de projets. On a entendu de très beaux exemples. Merci beaucoup, Myriam.
Merci beaucoup. Pour notre avant-dernière intervenante, j'invite donc Géraldine Poivert à venir nous parler de Reset et donc nous faire part de ton témoignage, toi qui œuvres depuis bientôt 10 ans, voire plus, dans l'économie circulaire et les sujets liés à la transition. J'ai osé dire mon âge dans la table ronde que j'ai animée, donc il y a eu un coming out. Moi, j'ai juste mis des années d'expérience, on peut rester flou comme ça. Je bois parce que c'est pas du plastique. Alors, je vais faire court parce que vous avez entendu beaucoup de gens et puis passer après une telle oratrice, ça met une grosse pression. Je suis Géraldine Poivert, je préside Reset. J'ai croisé toute la journée des gens que j'avais croisés dans d'autres vies. J'ai travaillé très longtemps pour la grande distribution. J'ai dirigé Ecofolio et puis j'ai co-dirigé Citeo, l'ex-éco emballage. Donc je suis passionnée. Je suis dingue. Je pense, je vis économie de la ressource, déchets, ressources et produits. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a peu de modèles économiques où on peut à la fois faire du business et de la prospérité sociétale et générationnelle. Et moi, je déteste choisir. Donc je veux tout. Et l'économie circulaire le permet. C'est-à-dire que l'économie circulaire, elle permet de créer des modèles, elle permet de ne pas déconsommer, elle permet de s'humaniser, elle permet de déployer le progrès. Mais on peut le faire d'une telle manière que finalement, je préserve la ressource et je donne aux autres et je ne prends pas plus que je ne redonne. J'ai commencé ma carrière, mon premier dossier, ça a été de supprimer le sac de caisse quand je travaillais pour la grande distribution. Et puis après, j'ai fait les premiers bilans carbone. Et il y a un an, j'ai eu une petite crise de l'âge, ça devait être la quarantaine. Je me suis dit, mais finalement, ça fait 20 ans que j'accompagne les grands groupes et les grosses structures dans la prise de conscience. Mais je voyais de plus en plus que le problème de l'économie circulaire, c'est le problème du faire. C'est le problème du passage à l'acte. Parce que je vous invite à consulter vos fils Twitter. Tout le monde y va de son adage. C'est super. Hein. Et je pense que les gens y vont avec conviction, parce que le wake-up call a été fait. Mais tout le monde dit, je vais recycler mes biodéchets et en faire du biométhane. Je vais sortir du plastique. Je vais faire de la haute qualité pour mes galeries commerciales. Je vais faire du textile qui n'utilise pas de produits chimiques et des pneus qui n'ont pas de résidus microplastiques. J'adhère à tout. C'est très difficile. Passer de la parole aux actes, c'est extrêmement difficile. En gros, c'est un quotidien de je suis aux 30 km du marathon. Donc c'est le moment où vraiment c'est dur. C'est très très dur. Moi j'ai créé Reset avec une envie. Alors on est 10 aujourd'hui, hein, je suis partie avec des compagnons toujours, parce qu'il faut faire les choses avec passion, puis avec des gens qui partagent cette passion. On a créé Reset parce qu'on veut être une entreprise de conseil et de solutions 3.0. On veut accompagner tous les groupes, grands et petits, et c'est ce qu'on fait, dans ce passage à l'acte. Avec une conviction, collaboration is the new competition. Il n'y a pas de solution d'économie circulaire si vous ne travaillez pas avec les gens de votre chaîne de valeur. Vous ne réinventerez pas votre packaging, votre énergie si vous n'assemblez pas les gens. Deuxièmement, il faut une petite révolution cognitive, parce que rester prisonnier de son modèle, faire concevoir à un chimiste qui a été picousé toute sa vie au pétrole et qui a fait son premier stage chez BASF et chez Total et lui dire qu'on peut faire de l'emballage sans plastique, c'est très dur. Eh bien, il faut think out of the box. Et troisièmement, il faut prendre le prisme business. Il faut partir sur quelque chose qui va marcher avec des clients qui vont acheter. Donc, Reset a aujourd'hui 1 an. On est, je le dis souvent, les MacGyver de l'économie circulaire ou les Ray Donovan pour ceux qui préfèrent le côté dark, c'est mon cas, ou l'agence touriste. Mais voilà, en fait, quand on vient dans une entreprise, finalement, c'est qu'elle a besoin de quelque chose qui va aller plus vite. Alors, il y a d'excellents rapports faits par le BCG ou Bain si vous voulez faire de la consultation stratégique. Il y a d'excellents programmes d'ingénierie. Nous, en fait, ce qu'on fait, c'est cet ascenseur qui va vous permettre de vous projeter de je veux faire quelque chose à je vais y arriver, en assemblant les gens et en vous trouvant les solutions et les innovants. Je vous raconte le premier programme qu'on a fait, qu'on a terminé maintenant, et depuis on en a d'autres, mais il a fait beaucoup parler de nous parce que c'était un sujet éponyme et emblématique. C'est que Carrefour et Système U sont venus nous voir après avoir signé le pledge pour sortir des emballages plastiques. Ils avaient signé avec Madame la Ministre. Ils sont venus nous voir, ils nous ont dit, bon ben voilà, on a signé un truc, mais c'est très compliqué. On leur a dit, ah oui, ça... Emballer la barquette de jambon, le pot de yaourt, etc., sans plastique, c'est it's a hell of a day.
Et on a déployé avec eux notre premier programme. On travaille en 1 an, pas plus. Moi, j'ai fait un bébé en 8 mois, donc je me dis qu'un programme, bon, il faut essayer en 1 an. Pourquoi ? Parce que si on ne fait pas travailler les entreprises vite, il n'y a pas de quick win et il n'y a pas d'effet d'entraînement. Et finalement, après, vous vous retrouvez dans le quotidien. Tu mets 6 mois à trouver une date, les gens n'ont pas leur agenda. Et en fait, tu continues, puis le réchauffement climatique avance. Donc, on fait des programmes en 1 an. On a commencé en leur disant, bon, d'abord, vous ne pouvez pas bosser tout seul parce que vous ne fabriquez pas vos packaging. Donc, on a pris leurs 10 plus gros fabricants. On prend Veolia, c'est eux qui collectent les quitteries. On prend des chimistes alternatives à la plasturgie. On a pris des gens du verre, on a pris des gens de la fibre et du renouvelable. Et puis, on a fait un diagnostic partagé. Donc, ces règles de base, on les a toujours. On fait travailler les gens ensemble. On fait des diagnostics partagés parce que pour trouver la solution, il faut que tout le monde vérifie qu'il a bien la même analyse du problème. C'est un gros sujet. Ça vaut pour le biodéchet et ça vaut pour tout. Donc, diagnostic partagé. Et là, tout le monde se rend compte qu'il est une partie du problème. Tout le monde a un petit mistigris, mais qu'il a une partie de la solution. Et c'est comme ça qu'ensuite, on a sourcé des emballages faits en fibre. Alors, on les a sourcés dans le monde entier. Et je peux vous dire que c'était très compliqué parce que comme ça fait 20 ans qu'on ne conçoit que le packaging fait en plastique, réinventer de la barrière alimentaire et faire du génie alimentaire avec autre chose que du plastique, de la fibre, qui par définition au démarrage est plutôt perméable qu'imperméable, il faut lui trouver des nouveaux coatings. Alors, on travaille avec du graphène, des nanofibriles de cellulose. Donc, on est allé chercher toutes ces innovations. On a sélectionné les 10 meilleurs, on a enfermé tout le monde dans un bootcamp d'1 semaine, les sponsors, donc il y avait tous les grands patrons de Carrefour, de Veolia, les innovants, et on leur a fait écrire les pilotes de réalisation. Aujourd'hui, on est en train de déployer les pilotes, 30 pilotes. On va sortir un sachet de salade sans plastique, un pot de yaourt avec beaucoup moins de plastique, et en tout cas, ce qui restera sera en matériaux renouvelables. En tout cas, c'est comme ça qu'on travaille chez Reset. Nos clients sont contents parce qu'on est dans le quick win et on est à la fois dans l'appréhension globale. Ok, c'est un sujet, mais on trouve des solutions. Et on trouve des solutions en faisant travailler les gens ensemble. Et je pourrais vous raconter la même histoire. On travaille aujourd'hui pour un consortium de groupes d'ameublement, Habitat, Ikea et tous les autres, qui commencent à se dire, bon, il y a quelques petits sujets sur l'éco-conception et le recyclage de ces produits. Mais on le fait pareil avec des gens du pneu. Le pneu, on a beaucoup progressé sur le recyclage, mais les microplastiques issus de l'usure naturelle qui viennent polluer tous les eaux pour laquelle on a aujourd'hui aucune solution de traitement dans nos stations d'épuration, parce qu'on a traité que la matière organique, on ne sait pas traiter ça. Donc voilà, Reset, c'est du conseil 3.0 qui est très business et solution driven, et c'est important aujourd'hui je pense qu'on fait beaucoup de pactes, il faut passer aux actes, et il faut surtout rassurer l'entreprise en lui montrant que c'est possible en décloisonnant, en faisant travailler les gens. Quand je dis qu'on fait travailler les gens ensemble, souvent ça permet aussi dans les grands groupes de décloisonner, parce qu'on connaît tous la règle, le département RSE fait bien, puis après il y a la direction des achats, et là, tout de suite, tout devient plus compliqué. Mais c'est possible aussi. Voilà, c'est le projet de Reset, on est extrêmement committed, ça marche. On n'oublie jamais une chose, c'est que quand on finit les pilotes de nos programmes, les gens ont des outils prêts à l'emploi, c'est-à-dire qu'ils ont des solutions de packaging, des nouveaux revêtements. Pour les pneus, on va avoir des nouvelles formulations. On n'oublie jamais une chose, c'est que pour passer à l'échelon industriel, il faut à tout prix trouver de l'investissement et accompagner les innovants qui vendent ces solutions aux grands groupes dans de l'investissement. Et finalement, cette boucle circulaire, elle devient magique quand tout s'aligne, quand finalement, on attendait quoi de Carrefour et U dans ce programme sur le packaging plastique, qu'il achète et qu'il aide son fournisseur de produits à pouvoir amortir, sélectionner et investir dans une nouvelle machine. Parce que fatalement, l'économie circulaire, ça marche, et je le dis, et je l'illustre, ce n'est pas plus cher, mais le moment qui est compliqué, c'est schumpeterien et on a tous appris, c'est le moment où je passe d'un investissement à un autre. C'est le moment où j'ai des coûts échoués parce que c'est fini mon ancien outil industriel et je dois passer au nouveau. Et donc on finit toujours par une solution d'investissement et une solution de business et de tarification parce que sans ça, les solutions n'éclosent pas. Merci beaucoup Géraldine. Peut-être une question à chaud. En lien avec l'économie circulaire, est-ce que dans les entreprises que vous accompagnez, l'idée par exemple de symbiose industrielle, c'est-à-dire de les mettre eux en réseau et que les déchets des uns deviennent les ressources des autres, c'est quelque chose qui est envisageable? Est-ce que c'est extrêmement complexe? Est-ce que ça a de l'avenir? Et est-ce que vous commencez à être sur des projets comme ça? Alors oui, moi je crois beaucoup aux symbioses industrielles. Je pense que travailler comme ça, nous on le voit au début, nos clients travaillaient ensemble, être avec leurs concurrents, faire du diagnostic partagé, le bootcamp, les innovants, c'est un peu... Wow, il y en a, ça décoiffe, notamment parce qu'il peut y avoir une forme de rigidité au changement.
Mais quand ils commencent à travailler comme ça, ils l'appliquent ensuite à tout ce qu'ils font. Et ils voient. Et en fait, c'est la preuve par l'exemple qui marche. Et je dirais qu'en 1 an, tous les programmes qu'on a conduits, au final, le plus grand obstacle, c'était jamais la technicité de l'innovation ou la difficulté chimique. C'était toujours l'humain. Je pense que c'est nos propres représentations et notre capacité à se projeter. Le reste est tout à fait surmontable parce qu'une fois que vous avez aligné une chaîne de valeur, par exemple, le biodéchet, 2023, tout le monde oublie qu'il faut collecter tous les biodéchets des restaurants et des ménages. Personne s'en préoccupe, c'est dans 2 ans. Je pense que les gens du déchet sont un peu préoccupés parce qu'il y a des installations et de la collecte. Mais le biodéchet, c'est un truc magique. On va le collecter, on va en faire du méthane, on va en faire de l'énergie. Mais les freins sont humains. C'est-à-dire que les gens disent « Ah non, c'est pas possible. On va pas rajouter une poubelle quand même. » Et puis le camion, on va le faire comment, le camion de collecte? Et on va installer des méthaniseurs derrière les centres commerciaux. Et en fait, c'est de la représentation. Après, les solutions, on les trouve. Nous, on a déjà trouvé 4 innovants qui font, pour la taille de cette pièce, des maisons méthaniseurs. Et ça marche très bien. Et ça se met derrière une cantine scolaire, une galerie commerciale. Et c'est parfait. Et tout le monde est content. Et en plus, ça va coûter un petit peu moins cher. Ça va coûter un petit peu moins cher que de prendre ce déchet qui a de la valeur et de l'envoyer en enfouissement, où en plus, il a plutôt un effet méthanogène très, très, très négatif. Pour les cerveaux droits, on arrive à les convaincre avec aussi des bonnes économies. Alors, c'est le marathon. Hein. Voilà, il faut beaucoup d'énergie. Première question ici, oui. Oui, alors je la connais. Souvent, on a beaucoup sourcé d'innovants parce que l'innovation pour l'économie circulaire, c'est pas qu'une innovation chimique ou technologique. Ça peut être de process, de data, d'outils partagés. On en a beaucoup sourcé. Mais je reviens à mon sujet. La clé pour que ça marche, c'est l'humain et la confiance. C'est pour ça que je dis collaboration is the new competition. Parce que pour que les gens se lancent dans des choses comme ça, il faut qu'ils sortent d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils se disent, mais oui, finalement, je peux créer ma boucle. Et effectivement, ça ne rentre pas dans leur journée de travail. Ce n'était pas forcément ce qu'ils faisaient avant. Mais quand ils commencent à le faire, il y a souvent des belles victoires. Et surtout, il y a du capital émotionnel et on fait autre chose. On le fait au même prix. On gagne souvent aussi des clients. Et puis, on apprend beaucoup aussi parce qu'on est moins seul. Parce que les défis d'économie circulaire peuvent être des défis. Moi, j'ai vu des gens dans l'entreprise. Ça peut être tout à fait vertigineux. Enfin, petit clin d'œil. Moi qui connais un peu, j'ai lu le projet de loi économie circulaire. Je ne sais pas si 10% des entreprises ont conscience que pendant 3 ans, elles doivent être capables de donner les standards matériaux de tout ce qui constitue leurs produits. Good luck. Oui, il y a une question au fond, si on peut juste faire passer un micro. Oui, bonjour. Visiblement, c'est difficile de faire bouger tout ça. Les difficultés humaines, la résistance au changement, quelques difficultés techniques du financement. J'ai participé à la table ronde tout à l'heure que vous avez animée sur les ressources. Oui. Et il y avait 2 figures d'entreprise qui propageaient des croyances, des convictions différentes. L'une disait, comme ça coûte cher, que c'est difficile, les entreprises ne se mobiliseront sur ces sujets-là que si les consommateurs les poussent au derrière. Donc, messieurs les consommateurs, faites votre boulot et après ça, nous ferons le nôtre. Et puis, un autre intervenant qui professait la foi contraire en disant on n'a pas à attendre que les consommateurs nous le demandent. Prenons nos responsabilités sociétales et environnementales. Et une fois qu'on aura fait le travail, on saura convaincre les consommateurs qu'il vaut mieux acheter nos produits qui sont safe que les produits concurrents. À la lumière de votre expérience, qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont les activateurs? Et si tout le monde est d'accord pour bouger, pourquoi ça ne va pas plus vite? C'est une super question. Humblement, je pense que je n'ai qu'une partie de la réponse. Je prône moi-même, je m'applique cette matrice circulaire. Je pense que la personne dont vous parliez, Javier, qui a lancé une boîte, et nous-mêmes on travaille sur le textile et il a eu raison de le faire, puisqu'il fabrique des textiles avec des matériaux recyclés. Je pense que la chance vient à ceux qui s'y préparent. Et je pense qu'aujourd'hui, ignorer les signaux de la réglementation, des bannissements, enfin, je pense que les mecs qui fabriquaient des pailles, il
Ils ont eu un réveil difficile avec l'interdiction des pailles. Moi qui avais supprimé le sac de caisse pour la distribution il y a 20 ans, je pense qu'aujourd'hui, ne pas suivre ces signaux de marché, c'est très dangereux en termes de gestion du risque. Parce que vous pouvez demain ne plus avoir de license to operate, ou de financiers qui vous financent, ou de gens qui viennent bosser pour vous, ou de clients. C'est très dur. Après, ce que je crois, c'est que ça va doucement parce que notre modèle économique et nos signaux prix, effectivement, dysfonctionnent. C'est-à-dire qu'on n'internalise pas les externalités. Et je vous prends l'exemple du pot de yaourt en polystyrène. C'est la résine plastique qu'on ne sait pas recycler, qu'on ne sera pas recyclé avant 20 ans, et ça va coûter des tonnes, et ça demandera des centaines de millions d'euros d'investissement. C'est un standard de marché, parce qu'il n'est pas corrigé de son effet négatif. Donc je pense qu'il faut à la fois être bold, et tout entrepreneur se doit de l'être, donc définir son marché et foncer, mais en parallèle, il y a un besoin de correction de prix, qui est vital, mais je pense y compris pour le citoyen, consommateur, contribuable. C'est que, pour reprendre le clin d'œil qu'on a fait, quand on achète un t-shirt à 3 balles, on croit qu'on l'achète pas cher, mais en fait, après, il va être dans la poubelle, il va rendre malade parce qu'il aura une mauvaise chimie, et en fait, ces coûts-là, on les paye en fiscalité, on va les payer en correction. Donc, les gens... Donc, effectivement, il y a ce problème de véracité du prix. Mais l'entrepreneur doit avancer. Soit transparent sur le vrai coût environnemental de ce qu'ils foutent sur le marché. Oui, moi j'ai rencontré les gens de Zeil parce qu'ils étaient venus me voir. On avait discuté, certains de vos équipes, puis en plus on est du Sud, une petite tribu du Sud, j'ai vu au premier rang. Oui, mais la transparence, moi j'adore, donc j'adore Zeil, mais la transparence derrière, il faut des bases de données robustes et que les gens se les partagent. Et là, plus compliqué, beaucoup plus compliqué. C'était le sujet tout à l'heure. Un matériau, beaucoup de gens ne savent pas ce qu'il y a dans les produits qu'ils vendent, ne savent pas ce qu'il y a dans les produits qu'ils achètent. Puis une fois que vous savez, il faut trouver des matrices de conversion pour ne pas raconter n'importe quoi. Et je ne citerai pas d'exemple aujourd'hui, mais on connaît tous beaucoup de gens qui racontent n'importe quoi en ayant l'air de raconter des choses intelligentes. Comme par exemple dire oui, mais ce produit est recyclable. Oui, il est tout à fait recyclable en laboratoire à 5 000 balles la tonne. C'est-à-dire que dans la vraie vie, en fait, il n'est pas recyclable. Voilà, point barre. Merci Géraldine. On va finir notre soirée avec Sandra Rey. Merci Sandra d'être avec nous. Tu vas nous parler de ton projet, et même qui est déjà réalité, de bioluminescence avec Glowy. Bonsoir à tous, je m'appelle Sandra Rey, je suis la fondatrice de Glowy, qui est une start-up de biotechnologie environnementale dans laquelle on cultive de la lumière. On s'est intéressé en fait au sujet de la lumière parce que la lumière, c'est un besoin universel déjà. Elle est souvent à l'origine du développement économique. Et puis surtout, on a développé des modes de vie qui font qu'aujourd'hui, on a besoin de s'éclairer dans plein de domaines différents, avec plein d'usages différents. Et pour autant, c'est une industrie qui est à la fois très consommatrice de ressources naturelles, notamment des terres rares et des métaux précieux, donc des ressources qui sont limitées, qui sont très polluantes à produire. C'est une industrie qui, en gros, consomme 15% de la consommation d'électricité mondiale. Une industrie qui génère aussi des phénomènes comme la pollution lumineuse, donc la destruction de la biodiversité. Et voilà, on en a besoin. Et en fait, quand on y réfléchit, on se rend compte que, de l'autre côté, ça fait quasiment 4 milliards d'années que la nature fait de la recherche et développement pour trouver des solutions. En général, une solution qui persiste dans la nature, c'est une solution qui est efficace parce que la nature est finalement l'usine la plus propre. Tout ce qui est... un déchet pour l'un va être une ressource pour les autres. C'est le meilleur exemple d'économie circulaire, clairement. Et sur le sujet de la lumière, on a un phénomène naturel qui s'appelle la bioluminescence, qui est en fait la production de lumière que peuvent faire une luciole ou un ver luisant, par exemple, donc qui est une production de lumière de manière biologique, grâce à de l'ADN, qui est des gènes qui codent pour cette production chez ces animaux-là. Et ça concerne aussi 80% des organismes marins connus, sachant qu'il y a encore beaucoup d'organismes qu'on ne connaît pas. Et donc, quand on se rend compte qu'il y a des solutions comme ça qui sont efficaces à des échelles
échelle aussi importante que la bioluminescence, on se dit que finalement, si ces animaux peuvent le faire, ça serait peut-être bien que nous, grâce aux technologies actuelles, on puisse copier ce que ces animaux sont capables de faire et le reproduire pour créer des systèmes, notamment de lumière, plus durables pour demain. Et c'est ce qu'on fait chez Glowy. On développe en fait une matière première qui est faite de bactéries marines bioluminescentes, donc qui produisent de la lumière de manière biologique. On vient trouver les meilleurs nutriments pour qu'elles soient les plus performantes possibles, on vient les faire évoluer, et puis on vient les mettre dans un produit qui ressemble un petit peu à une sorte d'aquarium en fait, où on va réunir toutes les conditions pour qu'elles fassent la meilleure lumière possible et surtout qu'elles continuent à se reproduire, ce qui en fait une matière première qui est cultivable en fait, et qui va se reproduire à l'infini. L'intérêt de tout ça, c'est de créer des paysages, des espaces beaucoup plus durables sur le plan du développement durable. Et en fait, c'est intéressant comme approche de prendre ces projets de la nature, parce qu'en fait, on ne va pas seulement réduire la consommation énergétique sur le moment où nous, on consomme, où nous, usagers, consommons, ce qui est souvent en fait le prisme qu'on prend quand on étudie ou quand on regarde le développement l'impact d'un produit. On va vraiment réfléchir à la production du système et à la fin de vie. Et c'est ça qui va faire que demain, on va pouvoir transformer nos modèles et rendre nos industries plus durables. Et donc, si on prend l'exemple typiquement de la lumière, aujourd'hui, une ampoule à LED, par exemple, est produite avec des métaux rares et des terres précieuses qui sont extraits dans des sols en Chine de manière extrêmement polluante, qui sont ensuite transformés et importés dans nos pays. Ensuite, on va utiliser cette lumière et consommer de l'énergie pour. Et en fin de vie, on va certes collecter les déchets, mais aujourd'hui, personne ne sait recycler 90% de ce qui se trouve dans les ampoules. Et donc, on va créer de nombreux déchets. Quand on regarde ce qu'on peut faire à l'échelle d'une bactérie, on va simplement pouvoir la faire se reproduire de manière complètement infinie. Et puis, une bactérie, ça se reproduit en plus très, très vite. Ensuite, on va pouvoir limiter la consommation d'énergie en utilisant des systèmes de production biologique. Et en fin de vie, on va avoir un déchet qui est 100% biodégradable. Et donc, c'est comme ça que nous, on travaille pour évoluer cette chaîne-là. Notre objectif, c'est vraiment d'installer cette lumière dans le paysage urbain comme une véritable alternative, dans le mobilier urbain, sur les illuminations de façade, la mise en valeur, la visibilité, tout ce qu'on va peut-être considérer aujourd'hui comme un gâchis d'énergie, sauf qu'en fait, l'idée, c'est que ça soit win-win partout. On ne peut pas se permettre aujourd'hui d'éteindre toutes les lumières. Certaines villes l'ont testé et ça crée des trous noirs, ça crée des problèmes de sécurité, ça crée tout un tas de choses. Donc l'idée, c'est plus de trouver une solution qui permet à tout le monde d'y trouver son compte. Et en attendant de faire ça, parce que ça reste quand même un projet lourd de biotechnologie, ça fait 5 ans qu'on y travaille. On a signé un premier contrat avec la ville de Rambouillet pour un mobilier expérimental cette année. Et en parallèle de ça, on a décidé de prendre le parti de démocratiser cette technologie le plus rapidement possible et de sortir de notre laboratoire, parce que c'est aussi un gros enjeu de la transition énergétique, c'est de faire connaître les solutions. Et donc, ça fait 5 ans qu'on réalise des installations éphémères pour l'événementiel et qu'on a également découvert, grâce à ces installations immersives, un pouvoir relaxant et apaisant de cette lumière-là qu'on a fait valider. Et donc, aujourd'hui, on développe, par exemple, pour les hôtels et les spas, une salle de relaxation illuminée par la bioluminescence qui nous permet à nous, start-up, de générer du revenu et de mettre une solution sur le marché tout en continuant cette démocratisation pour arriver à nos fins et vraiment révolutionner cette industrie de la lumière. Merci Sandra. Est-ce qu'il y a des questions déjà peut-être pour bien comprendre comment fonctionne Glowy, parce que je ne sais pas si c'est forcément hyper appréhendable de se l'imaginer concrètement. Noël, vas-y. Je la répète juste pour les gens du fond, c'est est-ce que Glowy peut permettre de capter du carbone ? Alors, nos organismes aujourd'hui ne captent pas de carbone. Ce ne sont pas des microalgues, ce sont des bactéries. Donc, elles ne font pas de photosynthèse et donc, de fait, elles ne captent pas de carbone. En revanche, la biomasse qui est produite, non seulement elle est extrêmement riche et donc elle peut servir, par exemple, pour des fertilisants, mais on s'est aussi rendu compte que nos bactéries produisent certaines molécules, une fois qu'elles ne sont plus alimentées, qui peuvent être, par exemple, à l'origine de la production de bioplastique. Et donc, l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on va faire demain de cette biomasse qu'on va produire ? Soit on peut la faire couler dans les réseaux et du coup, de manière transparente, en fait, on n'a plus de déchets à traiter. Soit effectivement, à grande échelle, on va pouvoir la réutiliser, trouver les acteurs qui vont utiliser cette ressource-là, soit dans l'industrie, soit pour des fertilisants, par exemple. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Je vais répéter la question.
Je répète la question. En gros, il y a des colonnes aujourd'hui qui existent de culture de microalgues. C'est exactement le même principe que nos systèmes d'aquarium, sauf que c'est pour des microalgues pas bioluminescentes et nous des bactéries bioluminescentes. Et l'idée, derrière, c'est de coupler en fait ces projets de microalgues, des colonnes à microalgues, pour leur donner une utilité qui est autre que de la captation de carbone et qui serait de la lumière. C'est clairement des projets sur lesquels on travaille. C'est pas forcément simple de coupler des micro-organismes. On a également travaillé dans le passé sur l'utilisation de ces microalgues et d'en faire des microalgues bioluminescentes. C'est des projets qui sont assez compliqués à mener parce qu'on rentre dans la modification génétique et du coup ça change complètement l'enjeu du projet. Aujourd'hui, on travaille vraiment sur la bactérie naturelle pour pouvoir commencer vraiment à s'implémenter le plus rapidement possible. Mais c'est possible. Techniquement, c'est possible. Jean-Louis. Donc, ce sont les mêmes types de systèmes qui permettent de cultiver ces micro-organismes. J'ai une question de Béotien. Est-ce qu'il y a un bouton on-off? Alors, il y a plusieurs réponses à cette question-là. Alors, il n'y a pas de bouton sur les bactéries. En revanche, déjà, il y a des espèces d'interrupteurs moléculaires qui permettent. Alors, d'une part, c'est une lumière de nuit, la bioluminescence. Donc, en plein jour, on ne va pas la voir. Maintenant, les bactéries continuent à en produire. Donc, clairement, c'est ce qu'on peut appeler une perte d'énergie à l'échelle de la bactérie qui va s'utiliser pour produire de la lumière. En gros, pour que tout le système produise de la lumière, un des éléments de la réaction chimique, c'est de l'oxygène. Et donc, en fait, dans le système, il y a de l'air qui passe. Et donc, on peut faire un on-off, par exemple, en coupant cette arrivée d'air, qui fait que les bactéries continuent à évoluer et à grandir, mais en revanche, ne vont plus faire de lumière. Géraldine, c'est les intervenants qui sont les plus curieux. Non, mais c'est parce que moi, j'adore. Aujourd'hui, c'est que dans des applications pour espace public ou vous avez déjà essayé de l'appliquer dans des centres commerciaux, des trucs plus urbains, lourds, avec d'autres d'ailleurs problématiques d'énergie? Alors, la difficulté qu'on a eu, nous, en tant que start-up, sur une thématique de la lumière, qui est clairement la lumière, c'est partout, donc il y a des centaines de milliers d'usages possibles, c'était justement de se concentrer sur quelque chose. On a sélectionné deux choses. La première, c'est quelle est notre ambition et quelle est celle qui va avoir le plus d'impact, notamment l'impact environnemental. Et ça, c'est à l'échelle de la ville. Clairement, c'est celle-ci. Donc ça, c'est vers celle-ci qu'on tend. Et entre-temps, on travaille, c'est pour ça que je disais, avec les hôtels et les spas sur des expériences de relaxation grâce à cette lumière-là. C'est le type de produit qu'on arrive à implémenter aujourd'hui pour pouvoir tester un petit peu le mécanisme à plus petite échelle sur les mêmes types de technologies. Et on a dû aussi orienter les produits sur un produit qui est vraiment similaire en termes de technologie à ce qu'on va pouvoir mettre en extérieur, parce que sinon ça nous fait des développements technologiques très variés. Maintenant, aujourd'hui, on a plus d'une vingtaine d'appels entrants par jour chez Glowy de tout type de projets différents venant dans le monde. Et la grosse difficulté, c'est justement de se concentrer, parce qu'on s'est rendu compte les 2 premières années, quand on a voulu tout faire, que finalement, on n'arrivait jamais au bout des projets, parce qu'il y avait tout le temps beaucoup trop d'incertitudes et nous, pas assez de ressources pour les mettre en œuvre. Donc c'est un peu des choix cornéliens. Ça crée beaucoup de frustration aussi au niveau de l'équipe et au niveau de l'entreprise, parce que forcément, il faut qu'on y aille étape par étape. On est sur une vraie innovation de rupture qui change toute la chaîne de valeur de la lumière. Nous, on essaye d'impliquer les opérateurs de réseau. On veut en fait leur donner cette brique technologique pour qu'eux puissent la vendre ensuite à leurs clients. Et donc tout ça, ça demande un changement de comportement énorme. Et donc on essaye de choisir et de faire les bons choix là-dessus, mais c'est un peu cornélien. Bravo Sandra. Une dernière question au fond, oui. J'aimerais beaucoup avoir cette réponse et être très, très sûre de moi quand je la dis. Alors, il y a plusieurs étapes. Avant de changer tous les systèmes de lumière des villes, il va falloir passer par du mobilier urbain, par exemple. Il va falloir passer par des nouveaux projets, des projets d'écoquartiers, des choses comme ça. Et l'idée qu'on a derrière la tête, donc ça, c'est à peu près à horizon 2-3 ans. En tout cas, les expérimentations qu'on met en place aujourd'hui avec la ville de Rambouillet, on est sur des horizons de 2 ans. Ensuite, c'est charge à nous de développer ces mobiliers à petites échelles. Et puis après, on travaille en fait sur des gros appels à projets avec des collectivités qui repensent à 5-10 ans la manière dont ils éclairent la ville de manière générale. Parce qu'aujourd'hui, nous, on peut pas. L'idée, c'est pas juste de remplacer une ampoule d'un lampadaire par du Glowy, mais c'est de repenser la manière dont on éclaire. Les usages ont changé, les villes ont des besoins différents, les citoyens ont des besoins différents et des attentes et des aspirations aussi différentes vis-à-vis de l'éclairage et du développement durable. Et donc notre métier à nous, en plus de développer cette technologie, qui est notre technologie propriétaire et brevetée, il est d'accompagner aussi les acteurs publics et privés sur comment est-ce qu'ils vont pouvoir dans le futur implémenter cette bioluminescence et faire un vrai changement à l'échelle de la ville. Merci Sandra, on va t'applaudir et te remercier. Merci à nos 8 intervenants et merci à vous tous d'avoir participé à
cette session de pitch ce soir. On y a donc compris que le courage était de mise, mais aussi la collaboration, le fait de passer à l'action et certainement de changer un petit peu aussi de comportement. Donc il n'est pas nécessaire de tout changer pour innover, mais en tout cas, l'innovation va clairement nous permettre de relever des défis. Donc essayons à notre échelle de s'inspirer de ces 8 projets pour apporter notre pierre à l'édifice. Bonne soirée. Merci à tous.